Bah oui, être premier, y a que ça. Être second, ça existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir LA liste ultime. Mon compagnon pour cette mission n'est autre que le ranger du risque, Stéphane Boulet, alias Plugin Baby. Hello papa, comment ça va? Eh ben bonsoir Daniel, bonsoir à tous. Bah écoute, ça va très bien, ça va très bien. Une émission enregistrée dans des conditions particulières une fois de plus. Après, qu'est-ce qui t'arrive? Bah écoute, après l'incendie chez le voisin, après de multiples rebondissements, bah là aujourd'hui j'enregistre à la cave, dans la buanderie, pour être tout à fait précis, parce que j'ai du monde à la maison et que le studio, j'ai la belle famille qui dort dedans. Donc on m'a chassé, on a estimé que la préservation du sommeil de ma belle famille était plus importante que le gravage dans le marbre. Voilà, donc j'ai protesté, on m'a dit mais c'est ça ou tu l'enregistres dehors, et comme dehors en fait il y a des éclairs et une tempête depuis environ 24 heures, je me suis dit finalement la buanderie c'est pas mal. Quelle honte. Moi je te dis, je vais lancer un Patreon Express pour racheter ta maison et pour foutre tes beaux-parents dehors. Écoute, je donnerai pour ça. I buy that for $1. Je suis Daniel Andreev, Camille Robotique sur Twitter, et donc vous écoutez Super Ciné Battle, épisode 36. 36 déjà, je suis en train de me dire, putain, c'est comme le temps passe vite. Oui, c'est fou, on dirait pas, mais on en a enregistré beaucoup là. Et on est dans les années 2000, donc on couvre les années 2000 à 2009. C'est cela même. Et on peut dire un truc, c'est qu'on prend vraiment notre temps parce que, en fait, on a beaucoup à dire sur chaque film, en fait. C'est vrai que je prends pas trop de films obscurs, et en même temps, si, j'ai l'impression quand même qu'on a notre lot de films pas connus non aussi. Bah en fait, et surtout, il y a genre des évidences quand on parle des années 2000 dont on n'a toujours pas abordé finalement, tu vois, il y a des trucs, donc c'est... Oui, mais il y a un panel assez large. Je promets solennellement une chose pour cet épisode, il y aura de la baston. Oh, tant mieux. Ça va commencer. On est là pour ça. Ça va commencer par la guerre, mon pote. Très bien. Oh, et avant la guerre, j'aurais un petit quelque chose, parce que, tu sais, la dernière fois, on avait laissé en plan quelques films. Ah, c'est vrai. Et dans l'intervalle, j'ai réussi à en voir au moins un. Tu auras l'honneur. On va juste rappeler, faire le petit rappel de comment ça marche pour nous faire parvenir des listes. C'est simple. 3 films par liste, un titre pour vous la péter, et en plus, on aime bien les titres. Et vous nous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com. Il y a quelqu'un qui est très malin, il vient d'envoyer une liste en disant, comme je sais que Daniel, il aime bien parfois prendre les dernières listes qui arrivent, et bah ça a pas manqué. Hein. Oui, c'est vrai, il a renvoyé sa liste pile maintenant pour me la rappeler, et j'ai fait, c'est pas mal ça, donc elle va passer là, bravo mon gars. S'il faut, c'est un fidèle sur les réseaux sociaux, parce que j'ai tweeté une petite photo pour notre enregistrement, et peut-être qu'il a sauté sur l'occasion. Peut-être. Et heureusement, vous êtes des très bons CM, toi et Quix. Quix, donc notre camarade de After Eight. Tout à fait. Et quand il y a doublon, on les zappe. Et quand on connaît pas, parce que ça peut arriver, quand on n'a pas vu, et parfois on y revient. Et c'est ce qui risque de se passer cet épisode. Tout à fait. Juste avant, est-ce qu'on se ferait pas un peu plaisir en regardant notre liste? Mais si, on est là pour ça. On grave pas dans le marbre pour rien. On est là pour admirer le travail, la belle orfèvre. Alors, vas-y, commence. Eh ben écoute, tout simplement, le premier film des années 2000, c'est Memories of Murder. Qui ressort en 4K en ce moment même, alors que Okja est sorti à l'heure où nous enregistrons, il est sorti. Il est sorti aujourd'hui, à l'heure de l'enregistrement, ouais. Tout à fait. Qui est un très beau film, et je suis très content parce qu'il y a des gens qui l'ont déjà vu et m'ont dit tu nous as pas hypé pour rien, c'était vraiment très bien. Ouais, Okja c'est vraiment de la balle, et en plus si t'as Netflix, t'as pas payé pour l'avoir, t'as payé pour avoir Better Call Saul, t'as payé pour avoir plein de bonnes séries, et là paf t'as Okja. Bon allez, on digresse. si on commence là, c'est fini. Deuxième, History of Violence. Troisième, Millième Actress. Quatrième, Voyage de Chihiro. Cinquième, La Graine et le Mulet. Donc la France en force. Ouais, exactement. 6e, The Host, donc la Corée, multi-représentée. 7e, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Alors c'est des acteurs américains, mais c'est un réalisateur français. 8e, OSS, 117, Le Caire ni d'espion, donc là on est en full French. Exactement. 9e, Le Retour. Un film russe. Et 10e, Hot Fuzz, un film anglais. d'Edgar Wright.
Voilà. Ah, tu sais que j'ai vu le dernier Edgar Wright, je te l'ai dit. Tu sais que je te déteste. Mais ça, je le savais déjà, je crois. Faudra qu'on en reparle, mais je suis pas très emballé. Oh, bah non, mais... Je suis désolé. Hein. Vraiment, et tu sais quoi, j'essaie de me forcer à l'aimer, mais j'y arrive pas. Bah écoute, je verrai bien sur pièce parce que je compte bien le voir, évidemment. Oui, je te souhaite une bonne petite VF, là, à Annecy ou quelque chose comme ça. Non mais c'est incroyable ces gens pédants là, tu vois, c'est ce snobisme de bobo parisien là. Exactement. Eh ben écoute, le snobisme, ça commence avec Carlitos Way, Rise to Power, qui est 126e de notre liste, juste au-dessus de Gamer. Tu te souviens de Gamer ? Malheureusement, oui. Entrée fracassante dans le top de fin, et on va le dire, quand même un quintet de fin, mais trusté par la France, puisqu'on retrouve les Bronzés 3, Agathe Cléry, Cinéman et Astérix aux Jeux Olympiques. Putain, c'est quand même vraiment de la daube. Et Cocorichiotte, hein, une dirait l'autre. Très très bon, très très bon. Tu m'as dit que tu avais un film, que tu as vu un film qu'on a évoqué la semaine dernière ? Tout à fait. Ben voilà, du coup la semaine dernière on avait deux films qu'on n'avait pas vus. Donc le film de Michael Winterbottom, tournage dans un jardin anglais, je crois que c'est le titre, et When You're Strange. Donc tournage dans un jardin anglais, j'ai fait tous les cache converteurs d'Annecy, je l'ai pas trouvé. Donc pour l'instant je pourrais rien dire dessus, mais par contre... C'est ça le pire, c'est qu'on est honnête, on achète les films. On essaye dans la mesure du possible, vraiment, à chaque fois on se donne la peine. Non, mais par contre... en général, là ça fait partie de notre passif, surtout les années 2000 où j'avais la carte UGC, et en général je les ai tous vus là. Exactement, c'était le début, on allait voir tout ce qui passait, quoi, littéralement. Mais par contre, When You're Strange, j'ai réussi à le trouver. Donc documentaire sur l'épopée des Doors, un groupe mythique des années 60... cette espèce de fin des années 60 même, cette charnière en fait où on passe la fin du monde hippie et puis le début des années 70 avec tout cette ère d'incertitude sur fond de Vietnam, de crises diverses, enfin voilà, donc groupe charnière, enfin pour moi c'est un de mes groupes vraiment favoris, leur premier album qui s'appelle The Doors, c'est mon album favori de tous les temps, donc autant dire que j'étais plutôt client sur ce genre de truc. Donc t'es moyen bof quoi, si je comprends bien. Comment ça je suis moyen bof? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce que tu dis, Daniel? Vas-y, fonce. Tu ne sais pas reconnaître un chef quand tu l'entends, Daniel. Et donc voilà, du coup, documentaire, c'est un documentaire qui est réussi. Voilà, c'est un documentaire narré par Johnny Depp. C'est aussi peut-être pour ça qu'il avait eu le droit peut-être à plus d'honneur que d'autres documentaires qui sont produits chaque année, parce que dans le fond ça révolutionne pas grand chose, c'est bien raconté, c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'avait fait Oliver Stone avec sa biographie avec Val Kilmer dans les années 90. Il y a des images d'archives qui sont vraiment chouettes, enfin il y a des moments dans les coulisses ou même sur scène, enfin il y a des vraiment quand tu aimes le rock et que tu essaies de te rappeler un peu toute cette période, etc., t'as vraiment des chouettes images, t'apprends un peu le parcours de ce groupe-là, et notamment de Jim Morrison qui sait pas trop où se foutre et qui est devenu une espèce de superstar sulfureuse un peu malgré lui, enfin voilà, donc t'apprends pas mal de trucs, c'est chouette, vraiment c'est chouette, mais après bon, c'est pas non plus un documentaire exceptionnel, c'est très carré. Voilà, quand t'aimes les Doors, c'est un indispensable. Après, c'est pas un documentaire que tu verras si t'es pas fan du groupe ou de cette période-là. C'est-à-dire que voilà, y a pas quelque chose qui peut t'accrocher. Par exemple, tu vois, je pense à When We Were Kings, le documentaire sur Mohamed Ali, qui lui apporte vraiment une portée, tu sais, grand documentaire. C'est un très grand film tout court. Enfin voilà, c'est un film qui peut t'attraper même si t'aimes pas la boxe, ce qui est mon cas. Je suis pas particulièrement fan de boxe, je trouve ce sport un peu étrange, on va dire. Mais ce documentaire-là, voilà, il arrive à donner un relief vraiment particulier à cette histoire, à vraiment te montrer un angle que tu soupçonnais pas, ou en tout cas que tu imaginais pas. Voilà, là t'as pas ça. C'est vraiment un documentaire de musicos, etc. C'est bien fait. Donc si vous aimez les Doors et donc la bonne musique, forcément, ça va avec. Je vous le conseille. Et puis voilà. Où est-ce que tu le classes ? Eh ben, où est-ce que je le classe c'est toujours délicat, en fait, les documentaires, je trouve. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, il y a des fois, tu sais pas trop... on en a pas beaucoup, en plus. On en a pas beaucoup. Si, on a Lost in La Mancha, 23e. Ouais, bon, mais voilà, Lost in La Mancha, c'est quand même du très, 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 très fort, quoi. C'est vraiment... Enfin, là, c'est vraiment un document exceptionnel, enfin, qui... Même si le destin de Jim Morrison est complètement exceptionnel, etc.,
t'as pas la même, enfin voilà, t'as pas la même portée dans l'histoire, dans la narration, dans le truc. Du coup, c'est pour ça que moi je le mettrais. Bien écoute, je le mettrais juste en dessous de Pogno sur la falaise. Donc au-dessus de JCVD. Au-dessus de JCVD, exactement. Eh bien, il va être 56e. Redis-moi le titre. When You're Strange. When You're Strange, 56e. Exactement. Bon, on se fait encore une petite liste. C'est ça, on est déjà à 1 heure de podcast. Je me demandais si t'allais réagir. Allez, maintenant on passe au gros, au vrai. On passe au contenu de l'émission, au menu principal. Bon alors, c'est deux listes en nul qui se ressemblaient vraiment, donc je les ai prises. L'une est envoyée par Gaylor Cheney. Donc Gaylor. Très rare maintenant que je passe des listes de gens que je connais, donc je fais coucou Gaylor. C'est vrai qu'au début, genre l'épisode 0, évidemment, bah oui, forcément, il y avait que des gens qu'on connaît. Et là maintenant, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas passé de gens qu'on connaît. Et aussi une liste de Basile Buquet. Merci Basile. Merci Basile pour ta liste. Et donc la liste de Gaylor commence par du rire aux larmes en passant par le malaise total. Oh là. Et oh là. Le premier, c'est le rire. C'est Step Brothers. Ah, je croyais que c'était le malaise total pour Step Brothers, tu vois. Ah, je t'ai dit que ça allait... Ça va fighter. Ouais. Voilà. Step Brothers, donc... Que tu as vu il y a pas longtemps, parce qu'en fait... Oui, ce qu'il faut que je dise, c'est que tu me tannes depuis quelques semaines, que tu es en train de te mater tous les Apatow, mais en plus tu les hate watch. C'est-à-dire que tu es là avec un snipe et tu les défonces les uns après les autres. C'est pas exactement ça. La vraie histoire, parce que Daniel... Je vois que tu aimes déformer l'histoire pour Non, c'est tel que tu me le racontes. C'est culturel chez toi, d'accord, pas de problème, ça me va. Aucun souci avec ça, c'est plus fort que toi, je ne t'en veux pas pour ça. Non, la vérité, c'est que, en fait, je me suis rendu compte que, comme l'immense majorité des Français, parce qu'il faut aussi être honnête, je suis passé complètement à côté de toute cette mode du comique américain des années 2000, Apatow et compagnie. Moi j'ai regardé les scores au box-office, en fait j'ai compris pourquoi, parce que j'avais entendu parler, parce que en fait déjà ils sortaient pas tous au ciné, quand ils sortaient ils faisaient 50 000 entrées et puis ils repartaient. Et à Paris ils sortaient dans UGC Orient Express, quoi, voilà. qu'il faut l'expliquer maintenant puisqu'il n'existe plus. C'est l'annexe au milieu des halles où on entendait le métro. Exactement. Et c'est celui où ils passaient les films de kung-fu, et les trucs les trucs qui nous excitaient un peu. Tout au fond des halles, tu descendais tout en bas, et t'allais vraiment dans un recoin, tu disais putain, mais en fait c'est un coupe-gorge le truc, c'était vraiment très ça sentait la bœuf en plus. Oui, c'est exactement. Donc le forum des halles, tu regrettes Paris. C'est des films qui cartonnaient littéralement aux États-Unis parce que ça rapportait vraiment des centaines de millions de dollars, mais chez nous ça a jamais pris, ou en tout cas vraiment pas comme il fallait. Donc du coup, je me suis dit, on arrive dans les années 2000, je suis un professionnel, Daniel, je suis quelqu'un de concerné par ce que nous faisons, je suis impliqué, tu vois, le gravage dans le marbre, ça ne se fait pas au hasard. Mais c'est pour ça que j'apprécie le fait que tu le fasses, donc je me suis dit, on va te mettre tout de suite dans j'essaie de rattraper en ce moment tout mon retard sur les productions Apatow et affiliés, tous les films de Will Ferrell, etc. J'essaie de tous les regarder. Manque de Paul, je déteste ça. Donc je me doutais que c'était pas forcément ma cam au début, mais je pensais pas que j'allais détester à ce point. Bon, pas de bol, mais du coup je me suis engagé dedans, donc j'essaye de faire ça correctement, quoi. T'es sérieux, moi je peux te donner ça, c'est que tu fais ça avec sérieux. Voilà, exactement. Même si on n'est pas d'accord a priori pas d'accord sur tout, mais voilà. Mais donc voilà, donc du coup Step Brothers, donc Frangin malgré eux chez nous, c'est un film de Adam McKay avec Will Ferrell, avec John C. Reilly. Et globalement le pitch c'est un homme et une femme qui ont chacun des enfants de 40 balais qui se mettent ensemble, et les gamins, les enfants de 40 balais, c'est deux types immatures et qui vont être forcés de cohabiter ensemble et qui vont devoir trouver un terrain d'entente, alors que globalement leur préoccupation c'est ne rien branler à se gratter les couilles. C'est exactement ça, c'est littéralement deux gamins coincés dans des corps d'adultes. Voilà, exactement. Et avec le malaise que tu peux ressentir quand tu vois la gueule de ces mecs, quoi. Quand tu vois Will Ferrell et John C. Reilly, et que tu les vois en train de se battre à coups de polochon, en train de sauter sur les lits et des choses comme ça, c'est des choses qui me mettent passablement mal à l'aise, en fait. Et c'est filmé, je pense, volontairement par Adam McKay pour instiller ce sentiment un peu décadent, quoi. Alors un peu décadent, mais en même temps, je trouve, moi c'est mon gros problème avec le film, c'est que la finalité de tout ça,
c'est que ils ont raison d'être comme ça. C'est-à-dire que tout le film valide le fait que ce soit des égoïstes immatures. Et vraiment ils sont récompensés pour ça à la fin. Et moi il y a un truc qui me gêne énormément, c'est que dans ce film là on projette en fait, en gros ces types de 40 balais, ça pourrait être toi ou moi littéralement, parce que c'est des mecs qui jouent à Rock Band, c'est des mecs qui ont des batteries dans leur chambre. C'est pareil chez moi. Enfin tu vois, en fait c'est tout un univers geek, entre estampillé geek en tout cas, qui est développé là. Et on montre que globalement les seuls personnages qui sont comme ça, c'est des attardés mentaux qui sont pas foutus de grandir. Et moi ça me gêne énormément parce que j'ai pas l'impression d'être attardé mental à ce point-là, en tout cas. C'est-à-dire que je pense pas que le fait d'avoir ces passions-là encore à cet âge-là, ça empêche d'avoir des responsabilités et d'avoir un minimum de sens commun. Et oui, vraiment... je sais que ça c'est un truc qui te touche, c'est quand quelqu'un parle de ses passions et qu'il les met dans la balance avec, par exemple, s'occuper des enfants ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. Toi, c'est un truc qui te sort. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ce que tu veux nous dire, c'est que tu es un mec normal, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est que au bout d'un moment, comme François Hollande, t'es un mec normal. Non, mais c'est-à-dire que le film essaie d'avoir une tendresse pour ces mecs-là, mais en même temps ne fait que valider les clichés qu'on subissait dans les années 90 parce qu'on aimait tel groupe de métal ou qu'on jouait à tel jeu vidéo. Enfin, c'est pareil. C'est-à-dire que oui, ces types sont des attardés, ils sont dans la société, mais c'est pas grave, c'est pas de leur faute, il faut les aimer comme ils sont. Alors moi, j'ai pas du tout ressenti ça. Je l'ai perçu comme ça et j'avais envie d'étrangler les personnages principaux. Alors, vraiment. Ça, je peux comprendre, et c'est fait pour ça, je pense. Et mais par contre, je trouve qu'il y a un grand truc de rédemption en fait. J'ai pas du tout capté ou ressenti ça comme toi, le coup de ça justifie le fait qu'il soit comme ça. Au contraire, je trouve que la fin, au contraire, il se trouve complètement dans la fratrie. Et quand vient le morceau de musique finale, je sens le film s'élève tout d'un coup. Et qu'il leur donne une chance, d'exister, il leur donne une chance de vivre. Et c'est comme un appel d'air, quoi. C'est comme si tout d'un coup ils se mettaient à s'envoler. Et j'adore le final de ce film. Je trouve que, en fait, le chemin que tu parcours avec eux à travers leur lourdeur et leur débilité, j'adore. Ça me fait rire. Hein. Moi, j'ai ri à un seul moment. Et je m'en souviens. Et c'est un moment où il y a ni John C. Reilly, ni Will Ferrell. C'est un moment avec. Oui, il y a Seth Rogen. Non, oui, genre rire avec Seth Rogen dans la scène. Non, c'est impossible. Non, c'est un moment avec Adam Scott, qui est pour le coup un acteur que j'aime beaucoup. Adam Scott, c'est le moment où il incarne le frère de Will Ferrell, le frère qui a tout réussi. Tu sais, le beau gosse, oui. Le beau gosse, super énervant, machin truc. Sauf qu'en fait, il sait bien le faire. Hein. Il sait bien le faire, il est génial. Dans la vie rêvée de Walter Mitty, il était parfait dans le rôle du connard avec son collier de barbe. Tu sais, dans Parks and Rec, il sait jouer le mec énervant. Voilà. Donc le problème, c'est que pour moi, je le trouve 10 fois moins énervant que les personnages principaux, donc ça c'est déjà un souci. Mais la scène que j'adore, c'est quand tu le vois pour la première fois, il est dans la voiture avec sa famille. Et il chante Sweet Child O' Mine des Guns N' Roses façon chorale, tu sais, genre avec un espèce de trémolo R&B, et genre sa femme elle se plante et il l'engueule comme du poisson pourri, genre ouais on n'a pas fait ce concours pour toutes ces années d'entraînement pour ça, puis les mecs qui chantent Sweet Child O' Mine comme si c'était un choral de gospel, et ça m'a fait hurler de rire, mais c'est le seul moment où j'ai regardé le film, mais littéralement, c'est même pas une image, c'est le reste du temps. Moi j'adore ce film. Au mieux j'avais la main devant le visage parce que j'étais consterné, au mieux j'étais sur Twitter à faire autre chose quoi. J'adore ce film et je trouve qu'il met énormément d'humanité dans ses personnages, et le fait que tu le rejettes, je pense que ça fait partie au fait de l'expérience, puisque c'est un film qui a eu des critiques horribles. Et alors je pense au podcast de Bill Simmons où était invité Will Ferrell il y a pas si longtemps, et il a lu plusieurs des critiques de Step Brothers, dont une de Roger Ebert, qui est donc un des critiques ciné les plus importants des États-Unis, où il disait que ce film n'aurait pas dû être, c'est vraiment une erreur de l'humanité, c'est une insulte à l'humanité, enfin vraiment il utilisait. Oui, non, j'irai pas jusque là. Il utilisait des mots genre Miyazaki quoi, tu vois. Non, j'irai pas jusque là parce que déjà je pars du principe que à partir du moment où un film est, et même s'il est mauvais, tu sais jamais ce qu'il peut en ressortir par la suite. C'est une étape comme une autre. Mais non, surtout moi ce que je lui reproche, c'est que je suis peut-être vieux jeu, tu vas me dire ça. Mais non, tu sais, on réagit tous différemment avec le moment. Je pars du principe qu'une comédie doit être drôle. Et à partir du moment où, sur 1h50 de film, j'ai ri de 30 secondes, ça me pose un vrai souci. Et ça, j'ai déjà dit, pour moi, une comédie ratée, il n'y a rien de pire. Parce que un film sérieux raté, il peut te faire rire. Une comédie ratée, il te reste rien. Bah écoute, on va devoir décider, on doit lui trouver une place. Et moi, quoi qu'il arrive, alors...
Non, pas Comment quoi on qu'il arrive, il n'y a pas de quoi qu'il arrive. Ouais, comment on va faire? Est-ce que tu donnes ton plancher et je donne mon sommet? Moi, mon plancher, alors, mais il va être très bas, donc vers négocier, mais vraiment... Parce que moi, c'est vraiment un film qui m'est pas important, mais cher en tout cas. J'adore ce film. Comme Sonny and Cher, c'est pareil, les mêmes. Allô, je ne t'entends plus, la Non, mais foudre t'a frappé. J'aurais rajouté comme les couilles de Sonny and Cher, ça aurait été une blague du film. Voilà, c'est dire le niveau, quoi. Mais toi, t'aimes bien les blagues de couilles, de pipi, là. C'est vraiment ton truc, c'est très étrange, là, d'ailleurs. C'est faux, monsieur Calomnie. Moi, c'est même pas mon plancher. Mon plafond, c'est Romeo Must Die. Moi, je le vois entre Batman Begins et le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Alors, c'est quelle place? Parce que j'arrive pas à remonter. 46e. 46e. Non, ça va pas... Moi, je te propose, dans le genre film qui a été démoli par la critique et qui d'après toi, est fait pour être détesté, il y a Irréversible, tu vois. En dessous de 2012. Oh non, je peux pas mettre ça en dessous de 2012. Pour moi, je mets bien en dessous. C'est pas pour troller, hein. Mais je vois les 11 commandements et je trouve ça mieux que les 11 commandements. Est-ce qu'on le mettrait pas juste au-dessus des 11 commandements? Alors, c'est vraiment parce que je déteste Michael Youn plus que Will Ferrell. Putain, j'ai vraiment utilisé le bon argument. Ouais, c'est ça l'art de la négociation, tu vois, finalement. Putain, ouais, bah là, on est vraiment à la croisée des chemins, toi et moi, hein, de ce qu'on propose. Ah oui, mais... Je pense, si on faisait tracer une ligne droite, on... Ah oui, là on partirait dans deux directions différentes. Voilà. Toi, t'irais à Bordeaux, moi j'irais à Lille, tu vois. Alors, ça a fait moins l'unanimité que Memories of Murder, ça c'est sûr. Deuxième film de sa liste, c'est La Tour Montparnasse Infernale, dont on a déjà parlé. Ouais, tout à fait. Il est où, La Tour Montparnasse? La Tour Montparnasse Infernale, il est plus haut déjà, je crois. Hein, mais, Ah ouais, putain, merde. Pas beaucoup plus, il me semble. Oui, il est 51e. Oui, 51e, pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. Troisième film, donc toujours de la liste de Geller, c'est Superbad. Superbad, ah bah ça fait partie de ceux que j'ai pas encore vus. Ah. Et ça m'ennuie beaucoup parce qu'il va être très très haut et je pense que je vais détester une fois de plus. Alors tu sais quoi, vu que t'es en train de faire ton marathon, je te le donne. Tu regardes, tu vas le voir. Pour le prochain épisode, d'accord. Tu vas le voir et prochain épisode on débriefe Superbad. Ok, écoute, c'est un deal que j'accepte. Voilà, parce que si tu vas le voir, c'est con à une semaine près. Bah je vais. On fait comme ça. Ouais, je vais retourner. Mais par contre, tu fais tes devoirs, hein, s'il te plaît. Chez mon fournisseur. Non, les Superbad, t'auras aucun problème. Par contre, il s'appelle Super Grave en français. Fais attention. Je sais. Oui, ça je sais. Oui, ça je sais. Et en fait, justement, je vois qu'il a que 3 étoiles sur Allociné. Il y a une anecdote justement. Tu sais, la semaine dernière, le dernier épisode, j'avais parlé des Beaux Gosses. Et en fait, dans mon esprit, si j'ai jamais regardé Beaux Gosses, c'est parce que je confondais avec Super Grave. Et en fait, tu vois, le titre Les Beaux Gosses, j'associe à l'affiche de Super Grave. Et l'affiche de Super Grave, c'était un No Way absolu. Et c'est quand on a reparlé que je me suis rendu compte que c'est pas le même film du tout. Et tu vois. Et donc voilà la petite histoire. Et on le redit, Les Beaux Gosses, c'est super bien. Ouais, et c'était dans le bonus audio du dernier épisode. Tout à fait. Il reste encore un film, puisque j'ai assemblé 2 listes. C'est un film de la liste donc plutôt de Basile, qui s'appelait d'ailleurs une liste Prestige Worldwide. Premier film Step Brothers, deuxième film Superman, et troisième film La 25e heure. Ah, bah là, on n'est pas du tout sur la même thématique. Prestige Worldwide, je sais pas du tout, mais comme il a été sur la liste, on va le faire. La 25e heure de Spike Lee, avec Edward Norton, qui était rebaptisé. Et Philippe Seymour. Qui était rebaptisé depuis, qui s'appelle 24 heures avant la nuit, pour des problèmes de droit, en fait. Non, si. En France ou... Oui, en France. Non, en France. Je sais plus exactement ce qui s'est passé, mais c'est qu'en fait, au cinéma, il est sorti sous le nom La 25e heure. Et au moment de la sortie vidéo, qui à l'époque, c'était plus d'un an après, je sais plus ce que c'était, il s'est retrouvé avec le titre le 24 heures avant la nuit, un truc comme ça. J'ai envie de dire oups. Oui, c'est ça, donc ça fait... genre, je sais plus exactement, peut-être qu'aujourd'hui, ça a été changé, mais il y avait un micmac à ce niveau-là qui était assez étrange, quoi. Pour thématiser, c'est le film... post-11 septembre de Spike Lee. Voilà, c'est vrai, c'est la thématique principale parce que ça nous raconte en fait l'histoire d'un type donc joué par Edward Norton qui est arrêté pour un trafic de drogue. C'est un dealer, ouais. C'est un dealer. Et en gros, il est condamné et on le suit lors de sa dernière nuit avant d'aller se rendre en tôle en fait. En gros, c'est le lendemain, je sais plus, à 6h ou à 7h, il doit se présenter à la maison d'arrêt.
Et donc du coup on suit son parcours dans New York, parce que c'est un New-Yorkais pur jus. Spike Lee, de toute façon, il y a une histoire d'amour avec New York. Là, il est même encore fan d'Enix aujourd'hui, c'est dire s'il aime New York. Mais il y a un truc entre les New-Yorkais et leur ville, hein, oui, bien indéniable. sûr, c'est indéniable. Oui. De toute façon, ils sont même pour les Américains du manière générale, ils sont New-Yorkais avant d'être Américains. En fait, c'est vraiment particulier. Et donc, forcément, il part en tôle. C'est le moment de faire le bilan avec ses potes, avec ses femmes, avec lui-même, avec la ville, voilà. On ne devrait pas trop spoiler. On ne devrait pas trop spoiler, voilà. Donc, on a dit, c'est un film post-11 septembre 2001. D'ailleurs, je sais plus si c'est la première image ou la dernière. Je crois que le film s'ouvre en fait sur les faisceaux lumineux des tours jumelles en fait dans le brouillard new-yorkais. Il me semble que c'est ça. Parce qu'à l'époque, aujourd'hui, ils ont construit un nouveau World Trade Center avec les espèces de fontaines qui marquent l'emplacement des trucs. Mais à l'époque, ils avaient de monotour maintenant. Voilà. Dans lequel je suis monté et il y a un ascenseur très très étrange avec en fait qui a un écran vidéo et qui fait une espèce de travelling à travers le temps. Tu commences en Néandertal et puis dès que tu montes, tu arrives en 2017. C'est assez impressionnant en fait comme la manière dont c'est fait, mais par contre, je dis ça pour les éventuels touristes, il n'y a pas d'accès à l'air libre et moi j'aime bien quand tu es dans un gratte-ciel t'es un peu confiné, ouais. J'aime bien sentir l'air en fait. Moi quand j'étais à New York, il était encore en construction ce bâtiment. Donc, mais en tout cas à l'époque du tournage de la 25e heure, il y avait ce qu'ils appelaient il y avait des spots en fait qui de forme carrée qui étaient à l'emplacement des anciennes tours jumelles et qui du coup traçaient des tours de lumière dans le ciel des soirs de brume. Et donc le film s'ouvre là-dessus. Voilà, c'est vraiment la métaphore du fantôme de ce qu'était New York, parce que forcément il y a eu un avant et un après, inutile de le préciser. Voilà. Et donc c'est toute la mélancolie qui traîne dans le film. C'est aussi cette mélancolie-là, c'est d'un seul coup cette espèce de réalité qui les rattrape et qui les a meurtris. Et t'as notamment une scène, la scène mythique. Je sais même pas s'il faut la raconter, mais il y a une scène centrale. C'est un monologue, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Il y a un monologue de Don Horton qui est littéralement dédié à la ville et dans toutes ses composantes. Et ça fait partie de ces moments de mise en scène que Spike Lee savait faire, parce que c'est le genre de truc qu'il fait plus trop et qu'il a perdu. Est-ce qu'on peut le dire sans se mouiller, c'est le dernier bon film de Spike Lee? Oui, c'est le dernier grand film de Spike Lee. Enfin, voilà. Et c'est le meilleur film de cette période-là en plus. Oui, voilà, exactement. C'est vraiment son dernier grand film. Parce qu'il venait de faire le truc en prison, là. Non, le truc, le casse. Oui, Inside Man. Inside Man, que je déteste. Je déteste pas, mais bon, voilà. Non, mais en fait, le truc, c'est que... Je préfère la version avec Belmondo, quoi. C'est-à-dire que Spike Lee a fait des films exceptionnels, et je pèse mes mots quand on retournera dans les années 80. C'est vrai qu'on n'a pas fait de film de Spike Lee, je crois que c'est le premier Spike Lee. C'est le premier Spike Lee. Alors que justement, sa période des années 90, c'est genre fou, c'est extraordinaire. Et puis soudain, en fait, il a vieilli, il s'est mis à faire la morale, quoi. Comme beaucoup d'auteurs, peu importe comme beaucoup d'artistes, j'ai envie de dire, au bout d'un moment ils perdent leur mojo. Voilà, et là le point de rupture il est après la 25e heure, où justement voilà, il y a cette scène ce moment de mise en scène qui est à la fois hors du cadre et à la fois en pleinement. Enfin voilà, c'est vraiment, il joue avec les limites de la mise en scène et de la suspension de crédulité du spectateur, et ça fait un moment qui est vraiment genre marquant. Enfin cette scène-là, elle est vraiment exceptionnelle et elle est vraiment forte, quoi. Vraiment, tu t'en ressors bouleversé, quoi. Et c'est pour ça que je trouve que le film fonctionne, en fait. C'est que, contrairement aux autres films de Spike Lee et ceux qui vont suivre, c'est qu'il fait pas la morale, il fait de la nostalgie et ça fonctionne assez bien, en fait. Il fait de la nostalgie, et puis surtout, moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est une déclaration d'amour qui n'est pas béate, c'est-à-dire que si tu observes bien, c'est un homme qui dit qu'il aime sa cité, qu'il a souffert au moment où il a vu ça, et qui reste, qui essaie pas de te vendre. Enfin, tu sais, c'est pas de la publicité, c'est vraiment, il aime sa cité pour ses défauts, pour ses travers, pour ses trucs bizarres, pour aussi ses grandes choses. Enfin voilà, t'as vraiment, tu sens le type qui connaît bien son truc et qui l'aime pour tous ses aspects, bien comme mal. Et finalement, dans une histoire d'amour, c'est là où, qu'elle soit avec une personne, un chat ou une ville, c'est là où ça fonctionne. C'est quand t'es capable d'aimer quelqu'un à travers ses défauts aussi. Et donc là, Spike Lee aime New York à travers ses défauts aussi. Et je pense qu'on est assez enthousiastes tous les deux dessus. Oui, tout à fait. Où est-ce que tu le mettrais ? Où est-ce que je le mettrais Moi, je le mettrais... Je l'utiliserais bien pour séparer...
C'est marrant, t'as jamais parlé en notion de séparer deux films, mais ouais, vas-y. Non, ouais, tu vois, moi je l'utiliserais bien pour séparer Shaun of the Dead d'Ip Man. Ah, c'est quand même très très haut là, waouh. Je m'attendais pas, tu vois, je le voyais. Dis-moi. Je voyais Persepolis et Road, mais qui est pas mauvais, hein, mais moi je le voyais pas plus puissant encore que. Attends, ouais, je trouve. Non, mais t'as raison. Je suis convaincu. Tu m'as convaincu. Mais par contre, je sais pas si j'irais au-dessus de We Own the Night. C'est un argument tout à fait valable. Et bah écoute, on peut le mettre juste en dessous, tiens. Ok, bon, c'est bon. C'est un film sur New York, voilà. Un film de. Ouais, non, tout à fait. Non, c'est une bonne réflexion. Très bien. On bastonne, mais dans Gentleman. Et ça, on bastonne dans le respect. Voilà, tu vois, mais c'est ça la gravure dans le marbre. On balaye, littéralement. Ouais, littéralement, c'est ça. Bon, merci Gaylor et Basile pour leur liste. Merci pour vos listes, ouais, tous les deux, tout à fait. Et on va se faire une liste, je sais que tu les aimes, les listes, on a déménagé, on est réalisateur, on a déménagé. Et là, c'est une liste... Ne joue pas avec mes sentiments, Daniel, ne joue pas avec mes sentiments, attention. Non, alors je vais être cash tout de suite, c'est... Tu sais quoi, en plus j'ai essayé de faire des listes pour te troller, mais en fait j'ai pas trop trouvé. C'est une liste qui s'appelle Les Français à l'assaut d'Hollywood. Et tu vas voir... il y a des choses très intéressantes, attends, ouais. Et tu vas voir à chaque fois pourquoi. C'est une liste qui nous est envoyée par Simon Ox. Merci Simon pour ta liste. Le premier film de cette liste, c'est The Beach de Danny Boyle. Évidemment, il en parle à cause de Guillaume Canet. Et Virginie Audoyen. Et Virginie, ouais. Mais en fait, on a en mémoire le plus oubliable du film, en fait. C'est ça, mais tu parlais la dernière fois de Danny Boyle et Danny Boilet. Là, pour moi, c'est vraiment un film de Danny Boilet, quoi. Ah, je pensais pas que tu t'en souviendrais. Ah, si, je m'en souviendrai. Je suis flatté. C'est effectivement, là, je crois que c'est le moment où il a basculé dans le Danny Boilet. En fait, c'est le moment où il a montré qu'il pouvait faire du Danny Boilet. Parce que moi, je continue à défendre énormément de films de Danny Boyle après ça, mais c'est à partir de ce moment-là, il a commencé à faire Enfin, vraiment, c'est... Ouais, là, c'est street, là. Non, mais voilà, c'est le moment où tu ne sais plus si Danny Boyle va accoucher d'un chef-d'œuvre ou d'une bouse. Et en plus, ce film a été hypé à mort. Oui, parce qu'il est adapté d'un bouquin de Alex Garland. La musique, c'est Badalamenti, donc le mec de Twin Peaks. Donc... Et il n'y a pas de New Order aussi qui avait participé déjà à l'époque? Non, en plus la sélection musicale du film est assez... oui, voilà, quoi, c'était... Elle est pas en toc, quoi. De toute façon, le cinéma de Danny Boyle, c'est un cinéma musical par essence. Oui, c'est post-clipesque, et oui, c'est clair. Il tient entre les mains un futur carton, puisqu'en plus, il a Leonardo DiCaprio qui sort de Titanic, je crois. Oui, c'était la DiCaprio mania absolue, etc. Et justement, tu parles du roman d'Alex Garland, et moi j'avais dit la dernière fois à propos de 28 jours plus tard que moi j'aimais énormément l'association de Danny Boyle et d'Alex Garland au scénario, parce que j'adore vraiment la façon d'Alex Garland d'écrire ses films, ses personnages, et même de les réaliser. Enfin, sa seule réalisation Ex Machina, je trouve vraiment ça très très bon. Et là, étrangement, sur la plage, c'est pas du tout Alex Garland qui a fait le scénario, et c'est déjà un premier point. Enfin voilà, c'est l'alchimie entre plusieurs artistes qui font qu'ils font des miracles. Déjà, elle se casse à ce niveau-là, quoi. Comment expliquer pourquoi ce film ne fonctionne pas? Enfin, parce que c'est l'histoire d'un mec qui devient, qui est fou déjà à la base. Enfin, c'est un mec qui. Attends, fais le pitch. C'est l'histoire d'un ricain qui part en Thaïlande parce qu'il est marginal. Voilà, c'est l'histoire d'un Américain blanc qui se dit qu'il va vivre le grand frisson dans un pays très loin de chez lui, en dehors des circuits touristiques, parce que c'est comme ça qu'on vit la véritable expérience. Donc déjà, le mec, c'est un peu un connard. De base. Ouais, parce qu'il veut être plus vrai que les vrais. Il va être plus vrai que les vrais, et surtout, alors tu peux faire ce genre de démarche. Enfin, je veux dire, moi je connais des gens qui ont fait personnellement ce genre de démarche, mais il le fait sans aucune humilité. C'est-à-dire que il le fait de façon très narcissique. Tu peux faire ce genre de démarche avec une vraie envie de découverte, d'immersion. Voilà, enfin, on connaît tous les deux un certain Louis François qui a dédié sa vie à d'autres pays, et qui vit dans d'autres pays, et qui le fait de façon parfaitement honnête. Et complètement et sans m'as-tu vu, surtout, voilà, donc c'est possible, mais là c'est pas le cas. On le salue si il doit nous écouter. Je crois qu'il est en Thaïlande en ce moment. Je crois qu'effectivement il est retourné en Thaïlande, donc voilà. Donc des gens comme ça existe, mais là c'est pas le cas. Là c'est un personnage qui fait ça pour lui.
Et donc, déjà, enfin, cette espèce d'esprit post-colonialiste un peu étrange, voilà, ça fait déjà que le personnage, t'as du mal à l'apprécier, quoi. Ça devient notre pays, je le prends comme voilà, donc c'est déjà un gros souci, ne serait-ce que dans l'optique d'aborder le personnage. Et après, le film, en fait, le problème, c'est qu'à partir de ce postulat de base où t'as déjà envie de crever les yeux à Leonardo DiCaprio, le film, tu sais jamais trop où est-ce qu'il veut aller. Et c'est le moment justement où Danny Boyle part dans des espèces d'expériences. Enfin, son cinéma a toujours eu des moments de mise en scène un peu expérimentaux, ou en tout cas pas du tout dans la norme du film classique. Mais là, t'as des moments qui sont posés là, tu comprends où est-ce qu'ils vont arriver, mais ça ne fonctionne pas du tout. Et tu te dis que ça aurait été enlevé, ça aurait pas été pire. Enfin, et au final, le film se déroule, ça accumule plein de moments, plein de trucs, parfois souvent assez abracadabrantesques, pour citer Jacques Chirac. Et ça prend jamais parce que voilà, les enjeux, tu les saisis pas, et puis c'est un film d'une vanité, mais ouais, et voilà, c'est en dehors de sa propre existence, le film ne sert à rien, quoi. Et il faut le souligner, puisqu'il y a une espèce de French Connection, donc, voilà, qui joue là-dedans. Donc il y a Guillaume Canet, Virginie Doyen, il y a aussi Hélène de Fougerolles dans un petit rôle. Et Guillaume Canet s'est donné à cœur joie de Guillaume Canet son rôle, littéralement. C'est-à-dire, quand il marque un but, il fait le signe de Thuram quand il marque le deuxième but contre la Croatie, tu vois. Enfin, et il y a une scène, il dit c'est dommage qu'elle a été enlevée parce que c'est ma grande scène du film. Et c'est une scène que j'ai vue, et je sais pas si je vais la retrouver à temps pour le montage. C'est une scène où il parle en français, il réagit, puisqu'en fait, il sort avec Virginie Ledoyen. Au bout d'un moment, les deux personnages sont français. Hein. Virginie Ledoyen, elle choisit Leonardo DiCaprio, voilà, en se disant que l'autre c'est un loser. Et il fait une scène en français où il arrive devant DiCaprio et il dit si c'est comme ça, je te la donne, hein. Mais tu y prends garde, hein, parce que c'est une fille extraordinaire. Et genre il le joue mais random, comme je l'ai fait là. Et genre il a vraiment un monologue de 2 minutes en français et en fait il se dit c'est dommage. Ils l'ont pas mis. Et en fait, quand tu vois la scène, tu fais ok, c'est normal qu'ils l'aient pas mis, quoi, parce que oui, finalement, ils étaient lucides. Il était pas encore trop drogué. Et ouais, c'est vraiment le cinéma de la vanité. Et je pense qu'on pourra en reparler, mais il est à mettre en parallèle avec Into the Wild, un autre grand moment de vanité de l'homme face à la nature. Ouais, mais je trouve Into the Wild beaucoup plus réussi et intéressant que La Plage. Au moins il y a un film. Au moins, non, voilà. Et déjà, au moins, ne serait-ce que dans Into the Wild, t'as un récit. Ouais. Au moins, il y a un arc de quelque chose. Il y a un arc de quelque chose. Alors, tu peux reprocher pas mal de choses au film. Tu m'étonnes. Mais il y a un arc, et je trouve qu'il y a des moments plus intéressants, où en tout cas, tu peux t'accrocher au personnage d'une certaine façon. Là, pas. Et enfin, voilà, l'exemple le plus connu, c'est cette fameuse séquence en jeu vidéo, au milieu de la jungle complètement nawak, où t'as DiCaprio qui parcourt la jungle et qui perd des vies. Enfin, est-ce que tu sais d'où ça vient ? C'est que Danny Boyle avait joué à Banjo-Kazooie. Oui. C'est vrai, c'est ça. Ça l'a influencé dans la construction de la jungle. Et d'ailleurs, un film qui a quand même une mauvaise presse, puisque ils ont sans doute, alors ils s'en sont excusés après, mais ils ont quand même un petit peu fait morfler les plages. Donc c'est Koh Phi Phi, c'est une île sur laquelle j'ai déjà été d'ailleurs. Ils ont défoncé le littoral, quoi. Ils ont arraché les arbres, ils ont remodelé ça pour que ça ait l'air d'une vraie plage sauvage, mais comme les Américains l'aiment, enfin plutôt comme les Anglais l'aiment en l'occurrence. Et alors ils ont participé à la reconstruction du littoral après, puisqu'il fallait s'excuser. Mais c'est con parce que juste après il y a eu le tsunami et là ça a complètement tout détruit. Ouais. Oui, puis je veux dire, tant qu'à faire, et surtout de la part de DiCaprio, enfin, c'était pas encore l'acteur que c'était aujourd'hui, mais ils auraient pu aller sur une vraie plage sauvage, ils auraient tous chopé la dysenterie, et puis voilà, là au moins on se serait marré, quoi. Ah oui, là on aurait eu notre. On aurait eu le revenant. Je veux dire, Schwarzenegger, il a fait Predator avec la dysenterie, voilà, ça pose pas de problème. Où est-ce qu'on met la plage ? Où est-ce qu'on met la plage ? Un film que on est d'accord, beaucoup. Donc, on est d'accord que ça va aller. Je descends la liste. J'ai passé baise-moi déjà. Oui, non, ça va en dessous. Hein, tu vois, je vois Sweeney Todd, In the Air. C'est à mettre sur le même plan que In the Air.
Effectivement, c'est un cousin, qui est pas très, comment dire, un cousin proche, ouais. Mais je préfère Die Another Day, je pense. Hein. Sweeney Todd, Le Village. Moi, je le mettrais quand même au-dessus d'Un long dimanche de fiançailles, personnellement. Ah ouais? Ouais. Putain. Bon, bah écoute, je te suis, mais je pensais que tu le mettrais plus bas. Voilà, ça, mais bon, c'est c'est peut-être 2 places au-dessus d'In the Air. Hein. C'est pas non plus... NVR, un truc qu'on n'aime pas du tout, quoi. En général, si tu veux mettre bien un film, tu dis « Ah, 2 places au-dessous des choristes. » C'est exactement ça. Un film de Danny Boilet, donc. Deuxième film, moins Danny Boilet, mais toujours avec des Français, c'est Ocean 12 de Steven Soderbergh. Donc Ocean 12, le second film de la saga Ocean's 11 version Soderbergh, puisqu'il y avait déjà eu la version avec le Rat Pack, Steve Martin, dans les c'est quoi, c'est les années 50, les années 60, je me souviens plus. Je crois que c'est les années 60. 60, je crois. Oui, il me semble que c'est les années 60. Sinon, je mettrais un patch, tu vois. C'est ça. Dans les années 50. On vous rappelle un truc, c'est qu'on n'est pas Wikipédia, hein, on fait tout de tête. Et donc du coup, c'est avec Vincent Cassel qui joue le méchant qui fait de la capoeira, si je me souviens bien. Ouais, et dont on l'a rappelé la dernière fois quand on parlait de Rivière Pourpre, puis qui a une vraie formation à l'école du cirque. Et qui a vraiment du level. Hein. Là, c'est vraiment lui qui fait toutes ces cascades. Parce qu'il fait un cambrioleur gymnaste, en fait, en gros, qui est plus ou moins en compétition avec l'équipe de Danny Ocean, donc toujours joué par George Clooney, avec Brad Pitt, Matt Damon, il y a Don Cheadle aussi, je crois, même dans la bande. Attends, ils sont beaucoup. Hein. Il y a beaucoup, je crois qu'il y a, comment il s'appelle, le méchant du premier qui revient, Andy Garcia qui revient, qui est avec eux. Voilà, il y a un casting assez maboule. Il y a Julia Roberts aussi, évidemment. C'est vrai. Voilà, parce que c'est très important, parce que justement, c'est important le fait qu'il y ait Julia Roberts, parce que justement, il y a toute une scène qui tourne autour de ça, du fait que le personnage de Julia Roberts ressemble à Julia Roberts. À moins que je me trompe. Non, c'est dans celui-là. Hein. C'est dans celui-là. Non, c'est bien dans celui-là où t'as la scène justement où ils arnaquent les gens en la faisant passer pour Julia Roberts, alors que c'est Julia Roberts. Est-ce que tu comprends en fait ce qu'ils veulent te dire, tu vois? C'est le métafilm. C'est le métafilm. on dirait du Mel Brooks, mais... mais voilà, donc du coup, cette scène est importante parce qu'elle avait marqué beaucoup. Enfin, du coup, tu parles de laquelle, de Julia Roberts? Julia Roberts qui se fait passer pour Julia Roberts. Ouais, bien sûr. Parce que c'est méta, machin, c'est nombrilisme d'Hollywood. Mais pour moi, les plus importantes que ça encore, c'est que c'est une note d'intention qui est très importante pour le film, parce que en fait, si tu regardes bien, c'est un film dans lequel Soderbergh s'amuse à déconstruire ce qu'il avait construit dans le premier. Et en fait, c'est pas vrai. C'est pas la suite que t'attendais d'un Ocean's 11, c'est-à-dire plus mieux, plus glamour, plus machin, plus d'explosions, plus de trucs. C'est pas du tout ça. Il part sur un trip où globalement, c'est un métafilm. C'est un métafilm, voilà, c'est ça. Et il part sur un trip où globalement les bases sont les mêmes, c'est-à-dire que tu rentres dans l'univers familier, et puis de toute façon, tu peux pas faire du méta d'emblée, c'est-à-dire que t'es obligé de poser un minimum d'univers, etc. Donc il le fait, puis au fur et à mesure que le film glisse, avance, il glisse vers un trip complètement différent, par touches subtiles, et d'ailleurs c'est révélé par le fait qu'en fait tout le cast autour duquel tourne le film et autour duquel tourne la rivalité avec Vincent Cassel, c'est que c'est une arnaque. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne le sais pas encore, mais globalement le film il se résout au milieu du film sans que tu t'en aperçoives, et quand tu arrives à la fin tu te rends compte que toute la dernière partie c'était juste une arnaque géante destinée à tromper le truc, alors que les mecs ils avaient déjà gagné la partie, quoi. Et vraiment, voilà, cette non-intention-là, ce jeu de Soderbergh avec ses spectateurs, avec cette espèce de blockbuster hyper glamour, est vachement intéressante, quoi. C'est un film concept. Et en même temps, on n'a pas beaucoup parlé de Soderbergh. Je rappelle qu'on n'a pas fait... je pensais qu'un mec... Je crois qu'on n'a pas reçu de sexe mensonge vidéo... dans les années 90, ouais. Dans les années... Ça m'a halluciné, hein, parce que c'est quand même un film fondateur quand même de ce nouveau genre de cinéma. Mais c'est un mec qui quand même se remet souvent en question, remet en question son cinéma. Alors que tu aimes ou que tu aimes pas, il a plus ou moins de réussite en plus selon les projets. Mais Ocean 12 est un film complètement différent du 11. Oui, complètement différent, et surtout, pour moi, vraiment construit en réaction
parce que Ocean's 11 c'est un film très glamour, voilà, très qui est très dans la façade, etc. Enfin voilà, ça roule bien, enfin tu sais, c'est le truc bien huilé, machin, mais alors que là vraiment il essaie de déconstruire ça, et c'est ce qui en fait pour moi le meilleur de la trilogie Oceans. Vraiment, je le trouve bien meilleur qu'Ocean's 11. Je le trouve mieux aussi. Hein. Vraiment, je le trouve vraiment meilleur, et bien meilleur que le 3. Le 3, c'est vraiment pour le coup l'inverse. C'est-à-dire que c'est, ok, Ocean's 12, il a pas plu, parce qu'en fait, globalement, le film a été mal reçu, parce que justement, c'est un film qui te donne jamais ce que t'attends d'une suite comme ça. Alors que c'est tellement plus intéressant, justement, quand c'est comme ça. La scène d'action principale d'Ocean's 12, c'est des mecs qui se bastonnent comme des pouilleux dans un TGV, filmé avec une caméra qui tourne dans tous les sens. Enfin, c'est grotesque en fait. Et c'est la plus grosse scène de baston du film, et c'est la scène clé, parce qu'en fait tout se résout à ce moment-là, mais tu ne le sais pas. Enfin voilà, donc c'est vraiment, il joue avec son spectateur. Et moi j'aime bien les réalisateurs qui comprennent le genre dans lequel ils sont, et qui aiment bien s'amuser avec les codes, et qui se foutent un peu de ta gueule. Enfin, parce que mine de rien, même s'il se fout de ta gueule, il est pas complètement malhonnête avec toi, parce qu'il te donne quand même du glamour, il te donne quand même des trucs. Enfin, t'as des, voilà. Donc, oui, il y a quand même des... Tu ressors quand même satisfait. Hein. Voilà, c'est pas complètement cynique. Moi j'aime bien les petites touches de cynisme. Là, c'est pas complètement cynique. Enfin, vraiment, c'est malin par rapport au genre. Et le 3, c'est complètement l'inverse. Le 3, c'est le film où on a fait, ok, ton machin 12, t'es gentil, mais tu vas nous refaire Bigger, Faster and Louder que le 11 avec le 13. Et le 13, du coup, oui, est super décevant pour ça, quoi. Oui, le 13, c'est son Fast and Furious 3, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Fast and Furious 2. Je pense que Soderbergh voulait pas le faire, mais que, comme tout le monde, il a des impôts à payer, et le crédit de sa Laguna. Et un autre truc, c'est que c'est pas un mec qui fait des gros succès commerciaux non plus. Bah, je pense que Ocean's 11, c'était ça devait être son plus gros succès public. Tu sais, c'est un peu comme Winning Refn avec Drive. J'adore Drive, je trouve Drive absolument génial, c'est pas la question, mais c'est juste que c'est un malentendu, tu vois. Oui, c'est un succès surprise. Le succès de Drive, c'est vraiment un malentendu pour tout le monde, et je pense que Ocean's 11, je pense que Soderbergh avait dans l'idée de faire un film commercial, parce que ça a rien de honteux, mais il pensait pas que ça allait avoir la portée que ça a eu en fait. Après tout, un succès, c'est un fiasco auquel tu as échappé, quoi. Oui, quelque part, c'est ça, ouais. Ouais, on va mettre aussi un truc. Ah, j'aimerais ajouter encore un truc, c'est que il y a un moment, le moment le plus culte pour beaucoup de gens dans ce film, c'est quand Vincent Cassel essaye d'aller voler, il saute par-dessus les lasers. D'ailleurs, c'est un truc qui s'appelle Laser Dance, je crois, sur YouTube. Et en fait, c'est un morceau français de La Caution. C'est un groupe de rap que je suivais pas mal, et dont d'ailleurs je suis copain avec l'un des membres qui s'appelle High Tech. Je sais pas s'il écoute Super Ciné Battle, je salue au passage. Et c'est un morceau qui s'appelle Thé à la menthe, qui est composé par Nick Fury. Et c'est un morceau qui est vraiment mortel, quoi. C'est un morceau qui a été depuis, il a été racheté des milliards de fois, puisque évidemment Ocean 12 l'a rendu très 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 célèbre. Bah oui, forcément, ça lui a apporté genre tout d'un coup, et en plus il est pas sur l'album, donc du coup tout le monde a essayé de voir sur YouTube, puisqu'en fait le mec qui fait les musiques d'Ocean, c'est David Holmes, et lui il a tout fait pour qu'il n'y ait pas le morceau, parce qu'il se rendait bien compte que le morceau est genre 10 000 il se rendait compte de la portée que ça avait, quoi. Il est 10 000 fois au-dessus de ce que la bande son qu'il est en train de fournir. Et ouais, j'adore, et c'est un morceau extraordinaire. Je vais le passer. Il doit passer en boucle alors que vous. Vous écoutez. Il y a un, et dans mes recos, je parlerai justement de Nick Fury et plus généralement de ce morceau, puisque c'était dans un podcast et je recommanderais ce podcast. Ok, très bien. Où est-ce qu'on met comme ça, les gens ils vont écouter jusqu'au bout. Ils vont jusqu'au bout de leur jogging. Où est-ce qu'on le met? Moi, par exemple, justement, tu parlais de Persepolis et de The Road, bah, je le verrais bien par là. Je le verrais en dessous de Rocky Balboa. Ah, ok. Signé. Voilà. Bah, écoute. Oh non, mais t'avais pas besoin de lutter. Il est quand même au-dessus de Tekken, hein, mine de rien. Il est au-dessus de Tekken, alors qu'il a je pense qu'il aurait un plaisir comparable un peu que non, c'est pas comparable. Non, on électrocute personne avec des batteries de voiture. Non, c'est même pas la batterie de voiture, c'est l'électricité générale de l'immeuble dans Tekken. C'est encore mieux que ça. Et voilà. Alors est-ce qu'on passe au film suivant? Bah oui, on va passer au film suivant, Daniel. Et le dernier film de la liste de Simon, c'est Public Enemies de Michael Mann.
Public Enemies de Michael Mann, autant dire tout de suite, j'ai un gros problème avec ce film. Je t'écoute parce que moi aussi, mais voilà. j'ai envie que tu tôles un petit peu un film de Michael Mann. Ouais, mais c'est un peu le problème dans les années 2000, c'est que il y a des films que j'aime beaucoup, d'autres que j'aime vraiment pas beaucoup de Michael Mann, et celui-là en fait partie. C'est quoi, je l'attendais tellement quand il est sorti, quoi. Je me disais, oh là là, putain, En fait, Michael Mann revient, ça va être trop de la balle. Et puis à la fin, je suis sorti en faisant, Voilà, en fait, moi, je l'attendais avec beaucoup d'appréhension parce qu'il était déjà passé après une période où j'étais pas fan. Enfin, du coup, autant le dire tout de suite, le spoiler, mais Miami Vice, je déteste ce qu'il a fait sur Miami Vice. Et donc, je pense que Miami Vice, ça va être notre Step Brothers à nous. Parce que j'adore Miami Vice. Je vais ce film vraiment énormément, et du coup j'étais vachement échaudé quand arrivait Public Enemies parce que je savais plus trop à quoi m'attendre, quoi. Et d'ailleurs je trouve qu'il partage pas mal d'éléments, notamment le fait que le personnage principal ne prend jamais. C'est un problème que j'ai avec ce film, c'est que Johnny Depp peut faire tout ce qu'il veut, toutes les grimaces qu'il veut, Marion Cotillard à ses côtés, c'est pareil. Le personnage, pour moi, n'est jamais qu'un fantôme. Il devait être joué par Leonardo DiCaprio, si je me souviens. Ah, ça, je savais pas, tu vois. Mais vraiment, je trouve que tu n'arrives jamais à rentrer dans ce personnage-là. T'arrives jamais à croire à son truc. Enfin, c'est tiré d'une histoire vraie, machin, ok, on s'en fout. Vraiment. Christian Bale, il est tellement au-dessus de Johnny Depp à ce moment-là. Oui, Christian Bale est extraordinaire. Mais vraiment, et le film, du coup, colle au basque, littéralement, de son personnage, hein, pendant 2h15, je crois, un truc comme ça, donc c'est déjà bien long, et vraiment t'y crois pas. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'était le moment où justement il s'essayait à la vidéo, en fait. Ouais. Et j'ai toujours trouvé le rendu très très étrange. De toute façon, les années 2000, c'est la période charnière à ce niveau-là, d'un point de vue technique, où ils essayaient plein de trucs dans plein de sens. Le found footage, donc la vidéo... DV, enfin il y a eu plein d'expériences, et tu sentais que Michael Mann est quelqu'un qui, là, il a filmé son film en HD en plus. Oui, vois, c'est donc ça. C'était un changement technologique pour lui, quoi. En vidéo HD, plus en pellicule, etc. Mais c'était pas sa première expérience dans le domaine. On en reparlera. Non, il a fait Collatéral, je pense. Voilà, on en reparlera. Bon, Collatéral, je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup d'en parler? Je ne sais pas. Mais voilà, donc du coup. Collatéral, on va vous dire, c'est un top tier. Hein. Daniel, non, je ne pense pas. Un film mineur parfaitement oubliable. Mais donc, du coup, moi, c'est un côté expérimental, tout ça, ok, tout ce que tu veux, mais je suis pas convaincu par vraiment le rendu. Puis même en termes de mise en scène, il y a un truc qui je trouve cassé dans ce film-là, c'est très heurté. Et ça aussi, c'est un truc que je trouve que ça partage avec Miami Vice, c'est-à-dire que je trouve pas de fluidité dans ce film-là. C'est-à-dire qu'il y a des séquences qui durent des plombes alors qu'elles mériteraient de durer 1 minute, et d'autres séquences c'est l'inverse. Et c'est un film vraiment, c'est un film chaotique, je trouve, et film que un peu, du coup, qui est chaotique et un peu de mal à suivre, plus un personnage dont tu te branles complètement. À la fin, ça fait que tu décroches, quoi. C'est simple que ça. Je suis complètement d'accord, et je vais pas en ajouter plus parce que j'aime pas ce film. Surtout, il m'emmerde, quoi. Oui, c'est. Pourtant, la reconstitution est bonne. Non, mais voilà, il y a des. Et c'est même assez bien filmé, faut avouer. Mais voilà, ça prend jamais. Enfin, vraiment, le film n'existe pas. Enfin, voilà, effectivement, tu t'emmerdes parce que t'as pas de point où t'accrocher. Une scène réussie après est anéantie par la scène d'après où tu te demandes où est-ce qu'il va en venir. Puis finalement, il en vient nulle part, et que voilà, t'as perdu un quart d'heure de trucs. Enfin, voilà, c'est un film qui est pénible à regarder. Je le mets. Je le mets sous Memories of Murder déjà. Moi, il va déjà en dessous. Hein. Oui, je peux le dire aussi. Tu vois, je le mets sous Final Fantasy Spirit Within. Ça me va, écoute. Au-dessus de King Kong. Écoute, ouais, je m'en fous. En fait, ouais, ça me va. Il y a un moment où t'atteins vraiment des... À un moment, faut pas lutter. Ouais, tu sais que c'est bas et t'es content que ça soit bas. Et... Voilà, vas-y, fais le taf. C'est exactement. Tu as tranché, ça me va très bien. Ah bah voilà. Allez, on se fait encore une liste, allez. J'espère bien, Daniel. Attends, là, on est à peine à 3 heures de podcast. Évidemment qu'on se fait une liste. T'es chaud encore pour une liste? Non, mais j'ai toujours été chaud, moi. Tu Alors sais écoute... Je suis bouillant. Je suis incandescent. Écoute, tu vas choisir. C'est vraiment 2 bonnes listes. Une liste avec des films
avec des films qui ont été des flops. Et une autre liste avec un genre apparemment désuet du cinéma américain, et pourtant on l'aime beaucoup. Tu peux deviner lequel. Bah écoute, on va prendre la deuxième. Tu veux la liste qui s'appelle Le Western n'est pas mort. Voilà, parfaitement. Une liste qui nous est envoyée par Greg Bernier, on remercie Greg. Merci Greg pour ta liste. Et on commence par un film que j'adore. J'annonce tout de suite la couleur, c'est Appaloosa. Le coup de pression. Donc Appaloosa, c'est... Est-ce que tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu, et c'est celui qui est avec... comment il s'appelle Ed Harris. Ed Harris, voilà. Et Viggo Mortensen. Et comment elle... attends, il y a Renée Zellweger qui joue et Jeremy Irons. Et Jeremy Irons qui non mais attends, il y a plein d'autres mecs, il y a aussi Lance Henriksen et tout ça. Enfin, vraiment c'est du gros cinoche américain que j'avais envie de voir, quoi. Donc, et tu l'as vu ? L'histoire, oui, je l'ai vu. Et moi, pour te dire, je suis pas trop fan d'Appaloosa. Je lance la couleur tout de suite. Quoi ? Oui, parce que justement, ce que je reproche, c'est que finalement, c'est justement du gros western américain à l'ancienne, mais sans avoir l'aura. Et voilà, j'ai vraiment pas été convaincu par le film, parce que globalement, vers le milieu du film, j'ai pas compris ce que je foutais là, et ça s'étire, et puis la conclusion que finalement le film aboutisse sur une conclusion de triangle amoureux, ça m'a pas intéressé. Écoute, moi j'adore ce film. Et pourquoi ? Parce que c'est un buddy movie de deux mecs complètement qui sont en accord sur toute leur idéologie, sur la justice et des choses et les grands principes du Grand Ouest, enfin leurs principes à eux en tout cas. Mais en même temps, ils sont très mutiques. Et j'adore voir les gens qui sont en synergie et en même temps qui ne s'adressent pas la parole. C'est un truc au cinéma que j'adore. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'aime bien Miami Vice. Oui, mais d'une certaine manière. Où, mais il y a des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Ouais. Et en fait, mais moi, et j'adore les films de camaraderie. Enfin, les films où tu vois que c'est des potes, mais en même temps qu'ils n'ont pas besoin de se le dire. Et en fait, moi, je te dis, cet aspect, je comprends tout à fait où tu veux en venir, et je trouve qu'il fonctionne bien sur toute la première partie du film. Parce que Viggo, il le joue tellement bien, et Ed Harris, dont Ed Harris donc réalise lui-même, et c'est sa deuxième réalisation. Il venait de faire Pollock, je crois, le biopic Pollock, qui jouait lui-même, et c'est assez marrant puisque en fait, tu regardes Ed Harris. Il a exactement la gueule de Pollock. Oui, pour le coup, c'est vraiment parfait, genre, t'as trouvé ton film, c'est bon. Exactement. Non, mais justement, effectivement, tout le début fonctionne bien. Enfin, la mise en place, effectivement, justement, ce couple de justiciers fonctionne bien. Enfin, mais le problème, c'est que justement, je trouve que, comme dit, vers le milieu du film, j'ai complètement décroché. Le film, en fait, s'attarde trop sur plein de trucs. Sur une histoire qui est pas... Il y a des rivalités, je crois que c'est Jeremy Irons qui contrôle une ville. Ville via la mine, etc. Enfin, le problème, c'est que ça s'appesantit dessus, et que ça s'apesantir pour s'apesantir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais l'impression de voir une caricature de western dans le genre, le western doit être lent. Alors... Et t'as vraiment ce côté-là, c'est-à-dire que chez Léon, la lenteur aboutit sur quelque chose. Alors voilà. Et là tu tiens le film, je pense, à mon avis. C'est exactement ce que j'adore dans ce film, c'est que c'est un anticlimax. C'est-à-dire que quand les gens se flinguent dans ce film, en général, on essaye de te faire une scène extraordinairement spectaculaire. Et là, il ramène et là, c'est presque plus un western à ce moment-là. C'est presque un docu, presque. C'est comme si à un moment, un mec tenait une caméra en haut d'un saloon et qui filmait ça de loin. Ils sont ramenés à leur condition d'être avec des guns. C'est-à-dire, ils se flinguent et ils tombent comme des merdes. Et que c'est jamais glorieux. C'est jamais glorieux, mais c'est un western qui ne met pas, qui ne glorifie pas la loi du plus fort, pour paraphraser Dallas, mais qui ne glorifie pas les mecs avec des guns. Il les met juste à leur propre valeur, et c'est exactement ce que j'aime dans leur relation, c'est-à-dire qu'ils sont conscients de ça, ils sont conscients que ce qu'ils font, c'est exactement leur existence même. Je trouve ça très très beau. Je trouve que c'est un beau film. Non, mais tu parles documentaire, justement, je suis pas d'accord, parce que pour moi, le problème du film, c'est que c'est pas filmé de façon documentaire que ça, c'est filmé de façon neutre, au sens vraiment neutre, c'est-à-dire que... Alors non, alors justement, on peut pas dire ça, parce que quand tu vois le film, quand tu vois la gueule du film, il est filmé avec
toute cette dans la profondeur de l'Arizona que tu peux imaginer, toute cette beauté de l'Ouest américain, c'est magnifique. C'est magnifique. Le cadre est magnifique. Quand je te parlais que les scènes aboutissent sur rien, je parlais même pas forcément de spectaculaire quoi que ce soit. C'est-à-dire que au bout d'un moment, comme dit, leur histoire avec Renée Zellweger, j'en ai rien à battre. Alors, vraiment. Et surtout, elle arrive vraiment, genre, elle est anticlimax aussi, je pense. Mais Renée Zellweger, d'ailleurs, elle a pas vraiment d'intérêt en fait. Elle a pas d'intérêt, puis ça crée pas d'émotion particulière. Enfin, genre, je crois pas en ce couple. Elle pourrait même créer un moment un truc sur un triangle amoureux, mais même pas. Et ça va même pas là-dedans. Ça va même pas là-dedans. Enfin, je crois pas en ce couple. Je crois pas en la déchirure de Ed Harris quand il va aller essayer de récupérer sa nana. Je crois pas à la posture de Jeremy Irons à la fin. J'y crois pas. Ça ne fonctionne pas. Pour moi, c'est justement quand je dis c'est filmé façon neutre, c'est-à-dire que justement ça essaie de prendre un contre-pied au spectaculaire, mais que quelque part il propose rien à la place et que du coup c'est un film il me provoque plus rien. Et moi je me suis fait chier. Voilà, tout simplement. Bon, écoute, j'attends. Où est-ce qu'il faut le classer quand même? Alors déjà, je peux te dire, ça va au-dessus de Step Brother. Hein. Merci. À cinéma évocateur, je vois Lost in La Mancha, tu vois. Ah non, pour moi, ça va. Alors, ça. Ouais, vas-y, dis-moi. Dis-moi. Non. Là où je peux aller, je peux te le donner. C'est un film qui lui ressemble, parce que ça parle aussi de la fin du Grand Ouest, en fait. C'est surtout ça, en plus. C'est de la future décadence de leur métier. Un film qui ressemble un petit peu, c'est Le Samouraï du Crépuscule. Alors, bon, pour le coup, je l'ai pas vu. Ouais. Donc, Ah putain, fais tes devoirs là un petit peu là. Je peux pas tout faire. Hein. Tu disais élever un enfant et tout ça, je peux faire. Non, pour moi, Samouraï du Crépuscule, je regarde ce qu'il y a au-dessus avec Up 28 jours plus tard, The Chaser. Non, et pour moi, ça va. Moi, je préfère The Road par exemple, tu vois. Je préfère The Road, je préfère Rocky. Je préfère Tekken. Moi, je le mettrais sous 8 Miles personnellement. Ah, mets-le-moi pas loin de ce Samouraï du Crépuscule. Alors d'accord, mais alors du coup ça va... Moi je le vois pas au-dessus de Rocky Balboa. Ou alors juste en dessous de David Reject, mais c'est mon dernier mot, Daniel. Juste au-dessus de David Reject. Non, juste en dessous. Sous The Chaser. Non, sous David Reject. Symboliquement. Parce que justement, symboliquement, je préfère que The David Reject gagne face à Appaloosa. T'es dur. Bon, allez. C'était dans mes films préférés de cette décennie. Hein. C'est genre, si tu me demandais spontanément un de mes films préférés, et on aura un autre débat là-dessus, mais j'en vois un autre dans le même genre, et je saurais me souvenir que Appaloosa, tu l'as mis au bas. Non, mais parce que moi, je me suis déjà fait une liste de films que tu ne vas pas vouloir mettre très haut alors qu'ils le méritent. Donc, tu vois, je prépare mes cartouches. Mais tu les sors pas, donc pour l'instant... Tu penses à quel film ? Ah non, c'est pas un film de David Lynch que j'ai revu il y a pas si longtemps en 4K. Possible, oui, déjà. Il y aura débat. Bah, surtout, tu vas retrouver des animaux morts devant chez toi, mec, hein, parce que c'est toi qui auras des problèmes, pas moi. Oui, c'est vrai que ouais, c'est possible. Deuxième film de la liste, le western n'est pas mort, c'est l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Voilà, tout à fait. Donc Brad Pitt et Casey Affleck au cœur du casting, donc qui nous raconte là aussi un western crépusculo-lent, parce que c'est vraiment ça, on touche là la fin d'une icône, donc Jesse James, le célèbre braqueur de pas de diligence cette fois-ci, mais de convoi ferroviaire. Sa légende, et puis comment sa légende se déconstruit jusqu'à se déliter complètement sur la fin. Donc, alors, je me rappelle plus le nom du réalisateur. Je sais qu'il a fait Kogan. C'est Andrew Dominic. Dominic. C'est un réalisateur qui, quand on a vu ce film, on a fait oh putain, incroyable. Oui, c'est ça. Et puis après, ensuite, le pchit absolu de la carrière de ce mec, c'est incompréhensible. Ouais, c'est assez effarant parce que pour le coup, l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, je trouve c'est un très grand film. Un très grand film sur la dépression en fait. C'est ça en fait, sur plein de choses, sur effectivement la dépression de Jesse James, et puis sur le rapport à la célébrité, sur qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que c'est qu'une légende de l'Ouest finalement, parce que on voit finalement effectivement l'homme qui derrière la légende de l'Ouest, donc Brad Pitt,
magnifique. En plus, enfin, il est dans une posture très très mutique dans ce rôle-là, parce que justement, il est très refermé sur lui-même, très. Il est mélancolique. Il est en pleine dépression. Il est en plein spleen. Hyper mélancolique. Et voilà, comment est-ce que ce type-là, qui finalement est replié sur lui-même, comment est-ce que c'est devenu un des emblèmes de l'Ouest, et comment est-ce qu'il en est arrivé finalement à se laisser tuer, parce que c'est ça en fait aussi. Vraiment, c'est qu'au bout d'un moment, il veut en finir avec la vie, et la meilleure manière d'en finir avec la vie, c'est de se faire tuer. C'est de se faire tuer, c'est de se laisser tuer, parce que voilà, la scène, juste, on va pas spoiler, hein, le film s'appelle L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Donc vous vous doutez quand même que Robert Ford va tuer Jesse James. Et donc, en plus, oui, c'est dans le titre, et en plus, c'est basé sur une histoire vraie. Voilà, donc c'est dans le titre. Là, pour le coup, je me permets, on va pas vous spoiler le truc, ou alors c'est que vous avez vraiment pas compris le principe du titre du film. Soyez gentils, s'il vous plaît. Après 1 heure de podcast, on peut finir ça. Donc la scène où justement Robert Ford, donc incarné par Casey Affleck, qui est extraordinaire lui aussi, le tue. Enfin, elle est magnifique, parce que justement là on est pour le coup dans un anticlimax complet, mais on est au pic d'une émotion incroyable. C'est-à-dire que t'as ce type-là qui se donne en sacrifice parce qu'il il a au bout du rouleau, mais c'est ça qui va fonder sa légende. Et t'as cet autre type-là, Robert Ford, qui pense qu'il va construire sa légende personnelle parce qu'il va tuer Jesse James, et qui en fait va, par cet acte-là, détruire sa vie complètement. Et en plus, c'est vraiment réalisé, mais ah oui, c'est sublime. Hein, je crois que c'est Roger Deakins, donc à la photo. À la photographie, ouais. Et on en a déjà parlé, mais Roger Deakins, c'est le plus grand oublié de l'histoire des Oscars de tous les temps. Est-ce qu'on a besoin de rappeler à chaque fois Roger Deakins on peut rappeler, parce que finalement le métier de directeur de la photo, donc directeur de la photo pour ceux qui savent vraiment pas ce que c'est, parce que ça peut arriver. Ah ouais, tiens, résumons ça. Voilà, directeur de la photo, globalement, c'est le principal lieutenant du réalisateur dans la création du film. C'est la personne qui va mettre en place, qui va proposer les lumières, les ambiances. Tel spot va être là pour avoir tel effet, etc. Et qui va généralement, pas toujours, mais la plupart du temps, mettre en place aussi tout ce qui tourne autour du cadre, donc le choix des objectifs, discuter avec le réalisateur sur le travelling, comment est-ce qu'il le veut, quelle est la meilleure façon d'obtenir le résultat voulu, etc. Voilà. C'est lui qui va qui va sculpter l'aspect visuel du film d'un point de vue technique, mais aussi artistique évidemment, parce que faire des lumières dans un film, c'est tout sauf neutre. Donc voilà, c'est vraiment un collaborateur essentiel dans le processus de création des films. Donc il n'y a pas de beaux films sans un bon directeur photo, c'est impossible. Oui, si tu parles d'un point de vue purement esthétique pur, flatter l'œil, tu peux pas. Enfin, il te faut un directeur de la photo qui assure. Tu peux réussir ta mise en scène, mais tu peux rater ta photo si t'as. Voilà, c'est. Et si vous trouvez que Skyfall est plus beau que tous les autres James Bond, c'est pas un hasard. Voilà, c'est parce qu'il y avait Roger Deakins. Voilà. Et c'est sans doute un des plus beaux James Bond de tous les temps. C'est pas un des plus beaux. C'est d'un point de vue esthétique, c'est le plus beau James Bond qui ait jamais été réalisé. Enfin, je veux dire, visuellement, il y a des choses qui sont. Les reflets de quand James Bond se reflète sur la bagnole et tout. Oui, c'est quand t'arrives à Skyfall, c'est extraordinaire. La scène dans les néons, dans la tour en verre. Enfin, voilà, ce type-là a un œil, parce que voilà, c'est l'œil en fait. Voilà, c'est l'œil du réalisateur, tout simplement. Et c'est le collaborateur des frères Cohen, donc. Voilà. Et le type, il a aussi fait la photo de Sicario. Enfin. C'est le mec de donc le tandem de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, c'est celui qui va faire Blade Runner 2049. Enfin, voilà. Du coup, voilà, c'est un mec qui a un œil extraordinaire, et voilà. Et on parle peu des directeurs de la photo, donc du coup, c'est l'occasion de mettre la lumière dessus. Et voilà, donc ce type-là a un œil extraordinaire, et dans ce film-là, ça se voit quoi. Ça se voit. Enfin, c'est magnifique. Enfin, autant, et ce qui est marrant, c'est que c'est autant l'intime, c'est-à-dire la façon dont il arrive à les intérieurs, à rendre les intérieurs, c'est les espaces hyper confinés. Enfin, je veux dire les scènes de train, et même les scènes à la fin dans la maison de Jesse James. Je pense qu'il y a eu une scène de train quand le train il sort du noir là. Oui. C'est extraordinaire. C'est une des plus belles scènes de la décennie. Voilà, il est aussi à l'aise là-dedans que dans les paysages du western, qui sont d'ailleurs pas filmés comme John Ford avec cette vision très idéalisée, comme Léon avec cette version très très agressive. Il a un autre ton complètement. Enfin voilà, c'est vraiment visuellement c'est splendide, et on le doit à cet homme-là.
Et en plus, il y a Nick Cave à la musique, donc je m'en souvenais pas, et tout d'un coup je vois Nick Cave à la musique. Ce qui explique aussi un petit peu l'ambiance, un peu je marche sur des cadavres. Oui. Nick Cave, niveau joie de vivre, il a un curseur assez bas, on va dire, quand même. Ouais, c'est clair. Où est-ce qu'on va le mettre, et on est d'accord, c'est un grand putain de film. Un grand film, quoi. Un grand film, vraiment, c'est un grand western, grand film. Et ouais, vraiment, moi, je trouve ce film vraiment extraordinaire, quoi. Pour moi, c'est top 10. Hein. Pour moi... Moi, je vois le retour, c'est pas loin du retour pour moi. Ouais, moi, je mettrais ça juste au-dessus d'OSS 117. Allez, go. Tant pis, ça va être un titre très long. Alors, vous le voyez pas, mais ça déborde dans notre document de travail, là, c'est n'importe quoi. Mais je peux rien faire. Hein. C'est pas très grave. Et c'est un titre plus long que Printemps, été, automne, hiver et printemps. Voilà, c'est exactement. Qui était déjà pas mal dans son genre. Le dernier film de la journée est un film. Pourquoi de la journée? Mais qu'est-ce que tu racontes, Daniel? Nos joggers n'ont pas fini, hein, là. Ils sont à la moitié du parcours, ils en veulent encore. Les gens partent Daniel, les gens partent en vacances. Oui, et crois-moi, ils sont coincés dans les bouchons, ils ont besoin de nous pour survivre à leurs vacances. Ils sont coincés avec les mioches, il fait 40 degrés. Hein, ils ont besoin de nous, Daniel. Faut pas déconner, faut pas les lâcher. Ils ont besoin de nous et c'est pour ça qu'on va leur donner un film important sur notre amitié, je pense. Le dernier film de cette liste nous a été vraiment beaucoup demandé et je pense que c'est parce qu'ils savent que toi et moi, on va souvent dans la montagne. C'est Le Secret de Brokeback Mountain. Ah. On a failli appeler l'émission comme ça, hein, Le Secret de Brokeback Ciné, hein, faut le dire maintenant. Et je pense que il y a peu de films qui nous définissent aussi bien, toi et moi. Exactement, c'est vraiment ça en plus. Sauf que nous avons su rester platoniques jusqu'au bout. Oui, il n'y a pas de en tout cas pas encore. Pas encore, mais écoute. Mais la vie. Mais écoute, tu viens bientôt chez moi, je crois. C'est ça, exactement. Faut s'arranger. Donc, Brokeback Mountain de Ang Lee. De Ang Lee, donc l'histoire, c'est deux cow-boys, pas des cow-boys de western, hein, des cow-boys, des garçons vachés. D'aujourd'hui, des années 60, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Ça commence dans les années 60, ouais. Ça commence dans les années 60, effectivement, parce que c'est une fresque. Donc, des années 60 qui comme ça se fait encore aujourd'hui, hein, figurez-vous, il y a des alpages et faut emmener les bêtes aux alpages et tu ne peux pas forcément laisser les bêtes toutes seules partout, donc du coup, tu es obligé d'avoir des gens pour les surveiller. Donc, c'est le rôle des deux personnages qui se retrouvent isolés à Brokeback Mountain, ensemble, tout un été, pour surveiller les bêtes. Et de fil en aiguille, ils se découvrent une affinité qui va au-delà de la simple amitié, et ils finissent par tomber amoureux. Voilà, globalement, c'est ça. Et du coup, ils tombent amoureux à une période et surtout à une situation sociale où c'est interdit. Voilà, c'est interdit. C'est les années 60, c'est l'Amérique des années 60. Bon, quoique l'Amérique des années 2010, on finit par se demander si c'est plus tolérant ou pas, mais bon, l'Amérique des années 60, un milieu hyper macho, hein, le milieu des garçons vachés, avec tout l'héritage justement de la virilité, du western, etc. Voilà, enfin c'est le genre de truc qui se fait pas. Ils sont pas à San Francisco en plein cœur de la libération sexuelle, hein, c'est pas du tout le genre. Donc voilà, donc c'est un interdit. Et donc ils vont tomber amoureux et l'histoire ils vont repartir chacun de leur côté avec leur femme, avec leur famille et ils vont se ménager chaque année une partie de pêche. Je crois que c'est ça l'excuse, hein, il me semble, c'est ça. Non, ils vont faire les vaches, non? Non, je crois pas. Enfin, il me semble c'est vraiment un truc de pêche? Il me semble qu'à un moment donné, justement, il y a une partie de pêche. Je sais plus s'ils refont des campagnes, mais parce qu'à un moment donné, justement, ils se retrouvent au bord d'un lac, etc. Enfin, je me rappelle plus les détails exactement, mais en tout cas, ils s'arrangent pour que chaque année, ils aient leur moment ensemble, rien qu'à eux, voilà, ouais. Isolés du monde et qu'ils puissent vivre leur amour comme ils l'entendent, quoi. Donc et du coup voilà, enfin c'est porté par Jack Gyllenhaal et Heath Ledger. Jake, fais-moi plaisir. Oui. Jake. Par Jake Gyllenhaal et Heath Ledger, avec aussi il y a Anna Tawai. Heath Ledger. Non mais l'autre, attends, tu veux que je revienne sur toutes tes prononciations là, Monsieur Andreev. Vas-y. Et donc c'était la grande révélation de Heath Ledger. À l'époque, en plus pour le coup, c'est le film qui avait tout pour cartonner parce que film
à bon sentiment, à grand sentiment, une grande fresque. Surtout de l'injustice de amoureuse. Reconstitution historique. Enfin, voilà, c'est typiquement le genre de film qu'on a l'habitude de voir Gong Li, tu vois, sur Adieu ma concubine, quoi. Voilà, exactement. C'est le sujet de l'amour impossible. Voilà, et donc voilà, c'est vraiment ça. Enfin, c'est vraiment le gros film hollywoodien dans ce qu'il a de plus, de plus entre guillemets classique, c'est-à-dire que dans la formule, enfin, t'avais tous les éléments qui sont réunis pour que ça cartonne, et ça a cartonné. Enfin, c'est vraiment, t'en entendais parler partout, etc. Et voilà, et moi c'est un film que j'aime énormément. Parce que tout simplement. Parce que c'est un beau film. Parce que c'est un beau film, et puis voilà, l'interprétation est très juste, et ce couple, t'y crois, et surtout, l'injustice, tu la sens. Tu la ressens comme si c'était la tienne. C'est voilà, ça exactement. qui est le principal. Ouais, c'est exactement. que tu te mets à leur place et tu comprends exactement. Tout serait simple parce qu'il suffirait qu'ils aillent dans la montagne, ils se fassent une cabane et ils y restent. Et tout le monde s'en foutrait. Mais non, ils sont obligés de vivre dans le mensonge, ils sont obligés de se marier parce que la société veut qu'ils se marient, ils sont obligés de faire des gamins, et c'est pas du tout ça. Au fond, ce qu'ils rêvent, c'est de retourner à Brokeback Mountain, et c'est ça qui sera leur perte. Oui, bah oui, parce que c'est qu'ils ne peuvent pas on ne peut pas se forcer à être libre, il faut le décider d'abord dans sa tête. Oui, et puis voilà, et puis de toute façon, effectivement, ce genre d'histoire ne peut pas bien finir d'une manière ou d'une autre. Et enfin, ça en fait un film poignant. Et moi, c'est un truc que j'adorais, c'est j'aime beaucoup moi les dernières images du film où tu vois Heath Ledger dans sa caravane avec sa fille. Qui lui annonce qu'elle va se marier. Qui lui annonce qu'elle va se marier. Enfin, voilà, t'as le retour de la vie. Parce qu'en même temps, c'est pareil. Enfin, il a cette relation avec sa fille qu'il aime comme sa fille, hein, logique. Et du coup, le bonheur de sa fille qui vient le renvoyer finalement au bonheur que lui on a toujours refusé. Et cette dernière image dans sa caravane avec la caméra qui panote légèrement sur le côté pour sortir par la fenêtre. Je trouve la fin extraordinaire, quoi. Et c'est ça qui est un peu enfin, en plus d'être porté par des grands acteurs, la grande réussite d'Ang Lee, c'est de trouver le ton absolument juste. Et la fin, tu parles de la toute fin, mais en fait, toutes les 20 dernières minutes qui sont beaucoup de qu'est-ce qu'ils sont devenus et de qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a pu tourner comme ça, sont tellement poignantes. Il y a des cuts sur les flashbacks et des choses qui se passent en parallèle qui sont bouleversants. Vraiment, je trouve que c'est un film qui m'a chamboulé. Alors, tu peux dire que c'est un film où Hollywood se donnait bonne conscience et tout ça, mais comme on l'a dit avec Philadelphia, il y a des moments où il faut qu'un film impose une vision différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Oui, une vision positive, ne serait-ce qu'une vision positive. Oui, parce que et en plus là, c'est des mecs qui sont au placard, de la difficulté de sortir du placard. Moi, je trouve que c'est bouleversant. C'est un film qui est bouleversant pour plein de raisons. Oui, effectivement, comme la fin, mais aussi quand ils commencent à après l'impulsion du départ, quand ils commencent à comprendre que merde, la vie nous met des barrières en fait. La vie nous a mis des clôtures. On essaie d'être libre, mais la vie nous a mis des clôtures pour qu'on ne puisse pas être heureux. Oui, voilà, exactement. Non, mais comme tu dis, c'est une grande fresque hollywoodienne comme ils savent, enfin comme en tout cas Hollywood savait les faire à une époque, et donc tu peux toujours dire oui, mais ça aurait été mieux si ça avait été telle personnalité qui incarne le truc ou telle personnalité qui le réalise, machin. Enfin, tu peux toujours, mais le fait est qu'à l'arrivée, le film ne triche pas avec ses personnages et arrive à vraiment à restituer tout ce qu'on a besoin de ressentir pour ces personnages-là. Et au bout d'un moment, si t'es pas touché par ce film-là, par ces personnages-là, bon, c'est toi que ça regarde, mais je trouve ça assez curieux parce que vraiment, il le fait de façon, comme tu dis, très juste. Enfin, voilà, c'est émouvant, c'est super touchant, et surtout, enfin, moi, je trouve pas que le film abuse du pathos, c'est-à-dire que il est assez délicat, je trouve. Voilà, c'est délicat. Les moments, t'as des moments tristes, t'as des moments heureux, t'as des moments graves, voilà. Et à chaque fois, il trouve vraiment le bon ton, c'est-à-dire que t'as pas le côté, la couche supplémentaire au cas où t'es pas bien compris ou le réalisateur. Et même justement, tu parles justement des 20 dernières minutes où que sont-ils devenus, qui sont toujours super casse-gueule dans ce genre de film. Et là, c'est super fluide.
ça apporte vraiment quelque chose au Non, récit. non, elles sont vraiment au contraire, elles font tac, tac, tac. Oui, non, mais, elles sont- non, mais super fluide d'un point de vue, Ouais. enfin, je veux dire, dans la construction, c'est-à-dire que Ouais, c'est clair, je te suis. elle ne te casse pas le rythme, tu vois, enfin, voilà, c'est parce que souvent, justement, quand tu reviens des années plus tard, c'est genre, pouf, le film est terminé, puis là, on te rajoute 20 minutes dont t'as pas besoin. Là, c'est pas le cas. Là, c'est les 20 minutes. Ou un petit texte. Voilà, c'est 20 minutes nécessaires qui s'intègrent bien et qui complètent le film et qui te laissent dedans et qui font que ça. C'est en ce sens-là que je parle de fluidité, c'est-à-dire de fluidité de narration. Voilà, tu restes dans le film et ça t'apporte vraiment quelque chose. Ça apporte encore une dimension supplémentaire parce que, voilà, évidemment, c'est un regard historique sur une certaine Amérique qui n'a pas disparu. Doit-on le rappeler malheureusement. Donc, voilà, c'est un film qui part dans plusieurs directions et qui arrive à tout lier et qui le fait de façon très, très juste. Et comme ça fait longtemps qu'on n'a pas bitché sur les Oscars, Bah oui, mais alors là, pour le c'est coup... le grand perdant. Ouais. Je pense que tu sais, il y a des années où il y a des grands perdants. Je pense qu'on peut parler de Social Network, enfin tu vois, dans les grands perdants de ces dernières années. Eh bien, Brokeback Mountain a pourtant été un des films avec 7 ou 8 nominations, ce qui est vraiment beaucoup. Disons que c'était le chouchou absolu de la sélection et comme dit en plus il cochait toutes les cases pour avoir des Oscars, c'est à dire que oui, faire un bon film ça ne suffit pas, c'était le bon moment, voilà, c'était le film qu'il fallait où il fallait dans le genre qu'il fallait, genre à un moment donné ça pouvait pas lui échapper. Ang Lee a été sacré meilleur réalisateur. Meilleur acteur, Heath Ledger ne l'a pas eu, il l'aura plus tard pour Batman. À titre posthume. À titre posthume, évidemment, parce que... Quelle tristesse. Parce qu'on adore les morts à Hollywood. Mais c'est Philip Seymour Hoffman ça qui l'a eu coûte moins cher, les morts. Ouais. C'est Philip Seymour Hoffman qui l'a eu pour Capote. Aussi une grande performance, mais dans un genre différent. Et là où je voulais en venir, c'est... Je vois exactement où tu veux en venir. Meilleur film, tu sais qu'il l'a eu. Oui, je sais qu'il est. Ouais. Ce n'est pas Munich. Non. Pourtant un film bien classé chez nous, je crois. Oui, et pourtant, en plus, Le Secret de Brokeback Mountain, Munich, pour moi, c'est deux grands films, vraiment essentiels et que je trouve extraordinaires. Et même Truman Capote, en fait, finalement, que j'aime moins, mais tu te dis, bon, il y avait un truc, quoi. Il y a eu aussi Good Night and Good Luck, qui est très mal classé chez nous. Qui est très mal classé chez nous, à cause de toi, tu vois. Oui, mais j'assume. Et donc, c'est pas Brokeback Mountain, c'est Crash de Paul Haggis, qui est une sombre daube. Alors, je déteste Collision Crash. chez nous. Collision. Le Le film choral d'un mec qui s'est dit putain, Soderbergh il a fait ça avec Trafic, c'était trop bien, je vais faire pareil autour du racisme et ça va être génial. Non mais c'est ça. Moi je prendrais pas Trafic en termes de référence. Parce que Trafic, je m'en souviens parce que c'était un film choral donc de Soderbergh autour de la drogue et qui avait pour le coup super marché auprès des académies, des trucs comme ça. Enfin tu sais c'était vraiment c'était le choix de la critique. Voilà, le choix de la critique, c'était vraiment le maître étalon du film choral des années 2000 pour le coup, voilà quoi. Et donc, c'est horrible. Je déteste Crash, mais je crois que personne ne nous l'a donné, Crash. Je crois que tout le monde l'a oublié, tout le monde s'en branle. Mais voilà, il est resté dans la mémoire comme étant le film... qui a volé les Oscars, quoi. Qui a volé les Oscars à égalité avec Shakespeare in Love et Le Discours d'un roi. Voilà, exactement. C'est comme en 2007 ou 2006 quand Kobe Bryant n'a pas le prix MVP de NBA, c'est exactement ça. Voilà, pour ceux qui savent. Ça me parle beaucoup. Moi, tu me dis, par contre, Shakespeare in Love, je vois tout de suite. Je vois tout de suite, c'est ça. Je vois tout de suite la gueule des gens qui restent sur le. Putain, ils se disaient ça y est, c'est mon tour et putain. Bon, allez, il faut graver dans le marbre Brokeback Mountain. Exactement. Où est-ce qu'on va graver dans le marbre Brokeback Mountain? C'est un beau film et c'est un film important en plus. C'est un beau film, un film important. Après, c'est un film que j'aime beaucoup, mais qui fait pas non plus partie des. C'est indéniablement un très bon film, quoi. À traumatisme équivalent, je trouve ça mieux que The Wrestler. Oui. Traumatisme équivalent. Oui. Tu vois ce que je veux dire. Traumatisme. C'est-à-dire où le traumatisme est l'objet du film. Oui, non, tout à fait. Non, je trouve ça mieux que The Wrestler. Je trouve ça même mieux que... j'irais au-dessus... Écoute, je mettrais pas au-dessus de Volver, mais voilà, au-dessous de Volver. Écoute, moi... Dis-moi. Moi, je préfère regarder Matchpoint que Brokeback Mountain, personnellement. D'accord, ok. Bon, bah alors, sous Matchpoint.
Mais et je lui accorde la place au-dessus d'Apocalypto, donc franchement, il peut s'estimer heureux. C'est pas une mauvaise place dans mon cœur. Et il y a un autre truc qu'on n'a pas dit, c'est que c'est quand même très très bien classé quand même. Oui, c'est pas de la merde. C'est sous Matchpoint, au-dessus d'Apocalypto, Wrestler, Valse avec Bashir, Lost in Translation. Il est pas loin d'Ip Man, enfin tu vois, il est bien. Beyond the Night, enfin je veux dire, maintenant la 25e heure. Ah là là, putain, pas mal de bons films, hein, cet épisode en fait. Mais oui, t'as vu, ouais. Ça fait plaisir d'avoir des bons films pour l'épisode. Bon, je crois qu'on est bon. Oh, tu veux pas faire une petite liste là, Daniel? Non. Ah, là, si. Là, c'est... Non. Oh. Ce coup-ci, on est bon. Les gens vont détester. Et tu sais quoi, Daniel? Ils auront raison. Ce coup-ci, on va essayer de faire court, parce qu'en fait, il faut que je monte en plus l'épisode et tout. Parce que on ne sait pas si on aura un After Eight, alors peut-être que cet épisode prendra la place d'After Eight. On ne sait pas encore. Peut-être qu'il va glisser dans le planning. Ouais, on ne sait pas. Mais en même temps... Tu sais que c'est la fin de l'année scolaire, Daniel. J'ai du temps libre. Je le prends en note. Écoute, je pense qu'on va enregistrer... En fait, au lieu de faire des émissions trop longues, on va enregistrer des émissions en avance pour que tout le monde en ait pendant les vacances. Exactement. Est-ce que tu penses que ça serait pas une bonne idée? C'est une bonne idée. Et d'ailleurs, rappelons-le, Super Ciné Battle, c'est le service public, c'est-à-dire il n'y a pas d'interruption de service. Nous allons vous approvisionner tout l'été. Ouais. Envoyez l'argent de l'État, s'il vous plaît. Maintenant. Voilà, on sera là tout l'été, et puis on va essayer d'être présent bien comme il faut. Est-ce que tu as une reco à nous faire? Eh ben oui, du coup, une reco, c'est une reco jeu de plateau, pour ne pas changer, parce que j'en ai déjà fait plusieurs, mais c'est trop bien les jeux de plateau. Et donc cette fois-ci, alors c'est pas un jeu très récent, il n'est pas sorti là ces derniers mois, hein, il a quelques années déjà, mais il est vraiment très très bien. Ce jeu il s'appelle Cyclades. C'est un jeu que l'on doit à Bruno Catala et à Ludovic Maublanc. Et Cyclades, globalement, c'est un jeu de stratégie donc, qui se passe dans les archipels des Cyclades, hein, en Grèce, où tu vas devoir construire ta cité grecque aux dépens des autres joueurs, forcément. C'est de 2 à 5 joueurs, en sachant que la mécanique fonctionne vraiment à plein. Quand t'es à 5, hein, c'est vraiment fait penser pour 5 joueurs. Et là où c'est des jeux de construction, de civilisation, etc., t'en as pas mal. Mais là où je trouve le jeu est vraiment génial, c'est dans le système de jeu, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, tout le jeu se base sur sur les dieux et la mythologie, dans le sens où tu as 4 dieux, tu as Zeus, tu as Apollon, tu as Athéna, tu as Zeus, tu as Arès, Athéna et Poséidon. Et l'idée c'est que les joueurs vont devoir t'as 4 dieux mais 5 joueurs, donc tu vas devoir en fait te battre entre les joueurs pour attirer les faveurs des dieux, en sachant que chaque dieu va pouvoir te permettre de faire une action particulière, à un pouvoir particulier qui va pouvoir t'aider à construire ta cité. Et évidemment, tu as besoin des 4 dieux dans toute la partie. Et l'idée, c'est ça, c'est que tu es toujours en perpétuelle lutte avec les autres joueurs, parce que tu as un système d'enchères, et donc il faut que tu essayes de placer tes pions pour obtenir le dieu que tu veux, parce que si jamais tu obtiens un dieu qui ne t'intéresse pas, tu vas perdre un tour. Donc tu as un système de concurrence, d'enchères qui peut vite faire monter les gens dans les tours. C'est assez drôle, parce que tu es sans arrêt en train de te bagarrer. Et à la fin du truc, comme tu n'as que 4 dieux pour 5 joueurs, t'en as toujours un qui a jamais ce qu'il veut, ou en tout cas qui a jamais la possibilité de construire sa cité comme il le souhaite. Enfin voilà, et du coup c'est une dynamique qui est vraiment super chouette et qui fonctionne vraiment super bien derrière. T'as une prise de risque à prendre et qui peut s'avérer payante, mais t'as plein de façons de gagner, parce que t'as des cartes avec des pouvoirs spéciaux. Enfin voilà, c'est vraiment très riche. C'est pas un jeu que je conseillerais aux débutants en jeu de plateau, parce que les règles peuvent être assez impressionnantes, et puis t'as plein de subtilités pour gagner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une partie, j'étais sûr de l'avoir gagné, et puis la personne avec qui j'ai joué, elle arrivait, elle a fait une action, puis qu'elle a entraîné une autre, puis à la fin j'ai perdu comme un gros con. Donc c'est le genre de truc qui peut se passer. Mais quand t'es un peu habitué au jeu de plateau, c'est vraiment super riche et super prenant, et en plus le plateau est vraiment magnifique. C'est-à-dire que d'un point de vue visuel, t'as des figurines qui sont superbes, les illustrations sont super. Enfin voilà, c'est vraiment un excellent jeu que je recommande à tout amateur de jeux de plateau. Ça a l'air cool. Ouais, c'est vraiment très très bien. Enfin, c'est vraiment très très bien. N'oublie pas, j'arrive avec un jeu de plateau. Ah, j'ai hâte. On fera peut-être une émission spéciale, qui sait. Et de mon côté, d'abord, je vais recommander un truc dont j'ai parlé pendant l'émission. Je vais recommander, parce que je m'intéresse aussi aux petits podcasts indépendants, il faut les aider. After Eight, oui, un podcast. C'est Beatmaker, produit par Arte.
Ouais. Ah, mais j'en ai entendu parler en plus. Je crois que c'est moi j'ai tweeté plusieurs Ah ouais, fois peut-être, mais dessus. j'en ai entendu parler effectivement récemment, oui, tout à fait. Et donc, Beatmaker, c'est un podcast qui s'intéresse aux faiseurs de Beats son. Ah non, pardon. Pff, t'es bête. Putain, mais si tu veux pas que je recommence depuis le début et que j'efface tes conneries, là, ça va Mais pas non, du tout. je sais pas, moi je te fais de l'humour à la Judas Pato, moi c'est pour te faire plaisir, Daniel. C'est pas du tout ça, Pato, en plus. Oh. Tu caricature. Et donc Beatmaker s'attarde à tous les créateurs de sons de rap, principalement. Et parce que en fait, c'est toujours les mecs de l'ombre. C'est toujours on interviewe toujours le rappeur. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans tes textes et tout ça. Parce que souvent, c'est des mecs très cultivés niveau musique, qui ont des multiples influences musicales et qui pas forcément celles que tu crois, pas forcément liées au rap. Et comment ils t'expliquent leur cheminement pour arriver au son, et ils le font de plusieurs manières différentes. Il y en a qui te parlent de telle musique, il y a le DJ de IAM qui t'explique exactement l'école du micro d'argent, la sonorité principale qui est basée sur les sons de cloche tibétaines, ils ont samplé ça, ils en ont foutu dans tous les morceaux. C'est 10 épisodes, donc 10 faiseurs de sons différents. Il y en a un qui est consacré au mec qui fait les sons de... merde, comment il s'appelle le rappeur connu? C'est pas Black M, mais c'est l'autre, celui qui fait le générique de Camping 3, là. J'ai un trou de mémoire. Mais de quoi tu me parles? Merde, putain, DJ Merde? Non, je sais pas, j'essaie de t'aider, moi. C'est Maître Gims, tu vois. Ah, d'accord. Tu vois. Putain, et tu vois, c'est ça qui est génial, c'est que pour penser à un rappeur, je pense à une comédie française maintenant, c'est horrible. Eh oui, c'est vrai. Je n'aimerais pas être dans ta tête, Daniel. Mais oui, non, parce que j'ai des liens logiques, des liens personnels qui sont très très durs à expliquer, mais voilà comment j'y arrive pour avoir de la mémoire. Et il y a des interviews qui sont vraiment très très intéressantes. Donc il y a l'interview de Nick Fury dont on parlait, le compositeur de la musique Thé à la menthe qu'on entend donc dans Ocean 12. Et c'est vraiment intéressant de l'écouter parler de la genèse. Et un de mes épisodes préférés, c'est peut-être celui avec Animal Son qui t'explique comment il est composé numéro 10 de Booba. Et en fait, c'est une chanson, c'est production tellement intelligente en fait, c'est hallucinant en fait, parce que même les gens qui détestent le rap, enfin tu vois les Rick Zemmour et compagnie, ils nient complètement le savoir-faire qu'il faut pour faire cette musique. Et en fait, au contraire, moi je trouve ça assez fascinant comment tu superposes des choses qui n'ont rien à voir entre elles pour produire une ambiance, pour produire parfois de la joie ou de la peine. C'est tout un truc que je trouve assez beau dans le rap et qu'on retrouve plus aujourd'hui, même dans la chanson traditionnelle. Donc voilà, je recommande beaucoup ce podcast, sur le podcast d'Arte, qui s'appelle Beatmaker. Vraiment, ça vaut vraiment le coup. Et ça, c'était une recommandation que je n'avais pas prévue. Maintenant, je vais passer à celle que je voulais. C'est Master of None. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu en as entendu parler, papa? Oui, j'en ai entendu parler. Alors, Master of None, c'est une série qui est donc produite, écrite par Aziz Ansari et Alan Yang. Donc déjà, tu sens tout de suite que ce genre de truc n'est pas possible en France, puisque Aziz Ansari et Alan Yang, tu vois. Et en fait, quand tu regardes la série, tu comprends que c'est même aux États-Unis, ils vont assez loin en fait par rapport à leur propre identité. Ils n'ont pas peur d'aller au fond de le sujet de leur propre identité. Aziz Ansari, il joue un dev. Il joue Dev, un Indien qui, en plus, quand il va voir sa famille, tu sais, il mange du porc et il cache le fait qu'il ne pratique pas, tu vois, le fait qu'il fait pas le ramadan. Donc, il y a des relations avec ses parents. C'est l'anti Woody Allen en fait, puisque c'est une comédie à la Woody Allen. Ça s'intéresse à des gens simples de New York, sauf que c'est tous les gens que Woody Allen ne prendrait pas dans son film. Oui, c'est ce que je veux dire, parce que les gens simples de New York chez Woody Allen, c'est pas tout à fait l'angle. Voilà. C'est pas Aziz Ansari, c'est pas tous ces mecs là. Il y a un épisode qui est consacré à la religion de Dev, mais il y en a un qui est extraordinaire. Il y a 2 épisodes qui sont vraiment extraordinaires, que je pense qu'ils sont 2 de mes épisodes préférés d'une série, genre vraiment presque de tous les temps, j'ai envie de dire. Il y en a un épisode qui s'appelle New York I Love You, qui commence par donc Dev avec son ami Denise et Arnold qui vont voir un film et qui veulent voir un film. Et en fait, la caméra se perd et elle s'occupe pas du tout de ces mecs-là, pas du tout des héros. Elle s'occupe des gens vraiment street level de New York. Et c'est fait avec finesse et tendresse, en fait. Il y a une énorme empathie dans cette série. C'est une série de gens qui, comme toi et moi, entretiennent une relation passionnelle et
qui n'a pas peur de montrer qu'il s'aime. Et voilà. Est-ce que je pourrais être plus explicite dans notre amour que Écoute, ça je suis en train d'écraser de larmes, Damien. Je sens que cet épisode va nous valoir beaucoup de photomontage. Je pense. Je pense que là, on a lancé un yaoi sans le vouloir. Non, mais c'est une très grande série. En plus, c'est une série où tu vois, tu sais que dans la première saison, il expérimente énormément. Et la deuxième saison, il fait mieux ce qu'il a commencé. C'est-à-dire, il est devenu meilleur à réaliser, il est devenu meilleur à écrire. Il écrit avec encore plus de sensibilité et d'humanité. Il y a un épisode clé de cette saison, c'est l'épisode de Thanksgiving, qui est consacré à son amie Denise. Denise, qui est donc qui est une lesbienne noire new-yorkaise. Donc, comme sa mère lui disait, tu es une fille et tu es noire, tu vas devoir travailler 2 fois plus dur. Et elle se rendait pas compte qu'un jour, sa fille, elle serait lesbienne, et qu'un jour, elle aurait à avoir une conversation avec elle sur ce sujet, et comprendre que, putain, elle se met des bâtons dans les roues dans la vie. C'est le propos de la mère. C'est un épisode magistral. C'est vraiment un des plus beaux épisodes que j'ai jamais vu. C'est un épisode bouleversant. Et si ça me parle à moi, j'imagine à quel point ça doit parler à quelqu'un qui est concerné dans son âme, dans sa vie, par la question LGBT. C'est vraiment une très 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 belle série qui ose beaucoup de choses. Parfois, elle réussit pas tout. Putain, la seconde saison, elle est tellement bien. C'est un vrai plaisir. C'est une rom-com, sérieuse. J'adore cette série. Je sais pas si la 3e saison, s'il y en aura une, si elle ira au-dessus de ça, mais c'est vraiment un grand putain de moment de télé. Eh bien, écoute, tu m'as donné bien envie d'y jeter un œil. Ah, je suis persuadé que tu vas adorer. En plus, j'ai fini Fargo, donc je cherche des trucs à voir là. Alors, c'est parfait. On échange. Moi, je te prends Fargo et toi, tu vas regarder ça, quoi. Eh ben, écoute. Tu as un deal. Ah, cool. J'aime bien, ça se termine bien notre épisode. Oui, toi, t'avais prévu de la baston, mais finalement, on est resté extrêmement courtois. Oui, on a bastonné que sur le premier, en fait. Ouais, c'est ça. Alors, très respectueux. Dis-moi à quelle position il est, d'ailleurs, l'objet de notre baston. Attends, trop, je crois. C'est ça la position dans laquelle il est, il me semble. Ah bah, il est au-dessous de Brokeback Mountain. Ah putain, mais il est que 70... Oh Et je vais te spoiler, il va continuer à descendre. Bah oui, mais en même temps, mécaniquement. Il est au milieu de tableau, voilà. Mais j'aurais lutté. Les gens savent. Les gens savent. C'est bien. Les gens se feront un avis, mais en attendant, c'est gravé dans le marbre, c'est comme ça. Hein. Ils pourront pas dire, ils pourront dire, voilà, les mecs, on regarde Taken ou Step Brother, ils vont regarder, je suis désolé, on va regarder Taken. Et voilà, c'est comme ça. Mais au-dessus, il y a aussi JCVD, l'Auberge Espagnole, Sin City, le Pacte des Loups. Bah oui, je préfère regarder le Pacte des Loups, bien sûr. Film séminal, s'il en est. Le film de la capoeira dans la boue. Dans le Gévaudan. On vous remercie beaucoup, c'est la fin de notre épisode. Mais oui, déjà. Papa, où peut-on te retrouver ? Toujours sur Twitter, @G4PluginBaby, sur Sens Critique, Plugin Papa, sur Gamecult, dans After Eight. Je ne sais pas quand on fera le prochain, mais incessamment sous peu. Ça y est, t'as pris tes aises, tu sais que tu vas y être ? Sans doute. En tout cas, si vous n'y suis pas, c'est que vous parlez d'un sujet qui n'a aucun intérêt. Donc voilà. Voilà, putain. Moi, ma plus grande qualité, je pense, c'est ma modestie, avant tout. Le pire, c'est que quand on te connaît dans la vie, t'es putain de modeste, en fait. C'est ça qui m'emmerde. Mais oui. C'est que il y a des gens qui vont vraiment croire que je suis un connard, ouais. En fait, je pense pas, parce qu'en fait, il y a des photos qui circulent de toi dans ton... Genre dans ta beauté sauvage, pour être... c'est ça. Pour parler simplement. Et tu vois ce mec et tu te dis... Non, il peut pas avoir un ego surdimensionné, c'est pas possible. Ça me rappelle une anecdote, on a encore 5 minutes là. Ça me rappelle Vas-y, shoot. C'est cool parce que tes anecdotes, hop, j'ai pas besoin de les monter. Allez, vas-y, tape tes parts. Non, mais c'était pour les 15 ans de Gamecult. Tu sais, ils avaient organisé une soirée, etc. Et t'as dormi chez moi le soir même, non ? Non, c'était pas là parce que moi je suis allé la faire à Grenoble. Ah oui, t'es allé faire à Grenoble, ouais. Ouais, parce qu'il c'était diffusé dans les bars. Je sais même plus la licence du bar. Enfin bref, j'ai pu rejoindre des sommités du gaming grenoblois comme notre ami Oscar Lemaire entre autres. Et donc voilà, on était dans le bar et puis il y avait cette séquence où t'avais un espèce, comment ça s'appelle, de bingo avec des photos, tu sais. Et ils ont retrouvé une photo que j'avais complètement oublié de moi.
où j'étais avec une perruque blonde en train de faire un regard lascif et une pose complètement complètement suggestive, et je sais pas sur quel disque dur elle traînait, et genre je m'y attendais pas du tout, puis il y avait tous les gens dans le bar qui étaient là autour de moi et qui ont hurlé, qui sont foutus de ma gueule. C'était un très très grand moment, j'ai beaucoup apprécié. C'est bien, tu as de l'autodérision, on apprécie. Ah bah attends, quand on est chauve et qu'on vit en Savoie, on est obligé d'avoir l'autodérision. Putain. Never true words were said. Allez, et moi, Camille Robotics sur Twitter. Vous pouvez aussi me retrouver donc sur After Eight et sur MDR, mais MDR qui va prendre des vacances. Et ouais, parce que mais Super parce Ciné... que c'est un podcast de fonctionnaires, voilà la vérité. Mais non, parce qu'il enregistre en studio, alors que nous, rappelle-nous où t'es enregistré là, où tu enregistres. C'est un studio d'avant-garde. Voilà, c'est un peu, nous sommes un peu les Andy Warhol du podcast. Voilà, tu vois, nous prenons les objets du quotidien, tel le lave-linge que j'ai à côté, le sèche-linge. J'ai aussi un ballon d'eau chaude autour de moi. Une buanderie. J'ai une buanderie. Putain, c'est quoi ça? Enfin voilà, il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est en fait. Je crois qu'il y a les pneus de ma voiture, les pneus hiver de ma voiture qui sont derrière pour dire l'enregistrement aujourd'hui. Putain, faudra faire des making-of. Et puis c'est tout. On vous remercie de votre fidélité. On vous remercie de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter, où on est particulièrement actif et on me poste des gifs, des teasers des épisodes. On écrit parfois des bêtises. Ça nous touche beaucoup. En plus, j'en profite puisqu'on a fait un épisode avec un tout petit peu de moins de listes, c'est que de vous remercier parce qu'on a vu que des gens postaient de leurs listes dans les commentaires des épisodes, et des listes des films qu'ils ont vus grâce à nous en fait. Oui, ça c'est exactement. Ouais. Et il y en a un qui a une liste presque 100 films quoi. Oui, du coup on l'a partagé parce que j'ai trouvé ça génial. Ce qui me fait, voici tous les films que j'ai vus ou revus grâce à vous. Et quand même dans le tas, le mec il s'est fait tous les Resident Evil. T'imagines la volonté qu'il a. Moi je trouve ça admirable. Bon, après nous on l'a fait aussi, mais je veux dire, à un moment donné, est-ce que c'est à cause de nous, Daniel, ou grâce à nous, je ne sais pas. Mais voilà, c'est marrant d'avoir les retours des gens à chaque fois et qu'ils redécouvrent ou qu'ils découvrent des films. Enfin, c'est vraiment cool, quoi. C'est ça qui est cool avec cette émission, c'est que les retours sont toujours positifs parce que on parle de films qu'on adore, on essaye modestement de les faire découvrir avec notre passion et surtout d'y mettre du nôtre, c'est-à-dire on vous sort pas le Wikipédia du film, on vous dit vraiment ce qu'on pense comme ça, tac, sur le coup du film, ce qu'il évoque pour nous, parce que c'est comme ça, désolé, on est fucking cinéphile. Mais les interactions qu'on a avec vous, elles sont toujours positives parce que soit vous aimez un film et vous le faites partager à votre tour, vous le regardez entre amis, vous le regardez en famille. On vous recommande pas non plus de regarder tous les films en famille, attention, parce que certains films ne sont pas regardables en famille, on le rappelle. Effectivement. Donc réfléchissez à deux fois. Irréversible le samedi soir avec la belle famille, je sais pas si c'est une idée vraiment grandiose. Voilà, mais... Voilà, vous à votre tour vous faites partager les films et c'est un peu à ça que sert cette émission, c'est à transmettre un peu notre passion ou notre désamour des films, parce que parfois il y a quand même vraiment des grosses daubes qui méritent qu'on leur chlasse la gueule, qu'on les défigure. Et voilà, c'est à ça que sert Super Ciné Battle. Donc on vous remercie de nous suivre. supercinébattle.fr le site. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube. Et on apprécie aussi tous les commentaires que vous mettez sur iTunes qui permettent de mieux nous faire connaître, puisque nous sommes sans publicité. Voilà, nous sommes indépendants. Oui, rappelons-le, voilà, nous sommes indépendants. Et ça me fait très plaisir parce que un des rares podcasts qui parle de nous, je crois, c'est Riviera Détente, parce qu'il a fait parce qu'on s'entend bien, et aussi parce qu'il y a des gens qui l'appellent et il demande, là dans la dernière mission il a demandé au public de l'appeler, et c'est des gens qui sont venus de la part d'After Eight et Super Ciné Battle. Et du coup on a un écosystème, je crois, avec Riviera Détente, je crois. Il y a une certaine synergie, synergie de la déconnade et de la critique acerbe, voilà. Bon je crois qu'on a tout dit. On se dit à la prochaine, et n'oubliez pas, on sera là pendant vos vacances. On va pas vous lâcher, Voilà, exactement. On va pas te lâcher, mon pote. On va pas te lâcher quand tu seras sur ta plage en train de griller comme une merguez à côté de ta belle-mère qui te raconte des histoires dont t'as rien à faire. On sera là. On te soutient, on est avec toi. Tu mets ton casque et tu t'en bats les steaks. Merci encore et on vous dit à bientôt. Ciao à tous, à bientôt.
Ça va? What do you want? Just checking on the patient. Don't pretend you care. No one else does. It's not that they don't care, Etienne. It's just that they don't care in the same way as you do, that's all. It's a fine distinction, I know. He needs a doctor. Well, you worked in the hospital. For 1 month. As a cleaner. A domestic. I don't know if you know this, but, I'm in sort of a siege situation at the moment. Obviously, I can't discuss the details with you, but we all just need to adapt to our circumstances. Look at this. It's gangrene. It's spreading. He's gonna die. He needs an amputation. C'était quoi le... C'est juste en fait mon pied qui est... en fait je suis assis sur une espèce de... Je suis assis sur quoi en fait? Comment t'expliquer ça? Une T'as déjà bombe. posé du parquet, Daniel? Oui. Non, Bah, en fait- j'ai déjà vu. Bah voilà, bah, t'as déjà vu, oui. Toi tu fais partie de cette élite bobo parisienne qui paye des immigrés pour poser leur parquet à ta place, c'est ça? Alors, C'est en ça, l'occurrence- c'est ça, monsieur Andrieff. c'est En ça, l'occurrence, monsieur ils étaient polonais, c'est vrai. Voilà, tu vois, je le sais. Je t'ai bien cerné, tu es une caricature vivante. Ouais, mais tu vas être sur ce parquet dans pas longtemps, alors ferme ta gueule. Eh bien moi, monsieur, voilà, je suis un petit artisan qui pose son parquet tout seul. Hein. T'as posé d'accord, ton parquet tout seul? oui, non, non mais pas celui de ma maison parce que je l'ai acheté, il était déjà posé. Mais la pièce, tu sais Ouais. la pièce avec la borne d'arcade, avec la batterie, Ouais, bien sûr. etc. Ah oui, ça, tu l'as posé. Oui, bah ça, je l'ai d'ailleurs, posé. J'ai mis 3 mois. J'ai mis 3 mois, ça fait que 35 mètres carrés, j'ai mis 3 mois, mais je l'ai fait tout seul. Hein. Le temps, Bon. le temps que le bois se dilate et que tu puisses plus mettre les lattes correctement. Oui, puis surtout que je fasse les calculs, tu sais, sur la longueur des lattes et tout. Enfin bref, j'ai découvert tout un nouveau monde. Je suis sûr Enfin, que bref. tes enfants, ils sont rentrés et ils ont fait « Papa, le parquet, il est tout cassé, là !» Non mais il tient très bien mon parquet, attends, qu'est-ce que tu racontes? Et donc bon, bref, sous le parquet tu mets une espèce de matière qui est en fait censée absorber les irrégularités de la chape en béton et qui amortit un petit peu aussi le bruit, les choses comme ça. Donc, Ah ouais, pour tes voisins sous voilà, terre. voilà, exactement, mes voisins sous terre. Donc là, c'est un rouleau comme ça que j'ai déroulé pour mettre dans la buanderie et mon pied était collé dessus. Et puis quand j'ai bougé, ça s'est décollé, ça fait comme ça, voilà. Alors, je crois que c'était le bonus le plus inintéressant qu'on ait jamais fait. Est-ce que tu veux pas que je te parle plutôt de Planète des Singes 3 ? Ah putain, oui, vas-y. Ou du dernier Edgar Wright aussi, hein, je peux aussi. Non, Edgar Wright, non, laisse-moi pur, Daniel. Ah. Alors, je veux juste dire un truc, et ça c'est presque engagé. Dimanche, je fais ma première expérience en cinéma 4XD. Ah, bah oui, le fameux cinéma où t'as des mecs qui te jettent des cailloux à la gueule quand il y a des particules. Et je crois que j'ai choisi le bon film pour le faire. Bah, le seul film, a priori, pour ce genre de truc. Enfin, c'est limite un parc d'attraction, en fait, le principe, quoi. Ah bah oui, et j'ai choisi Transformers. Voilà, oui, je pense que globalement, oui, c'est... Et en plus, la place est chère, putain. Et attends, et quoi qu'un queue en 4XD, ce serait pas mal, tu sais. Oui, tu sens tout d'un coup le film t'étouffer. Le film qui Amour. te frappe, qui te fait du mal. Ah, regarde là, tu sens le bout de verre là dans ta main. C'est la pianiste. Putain, Haneke en 4XD, ça c'est un high concept. Putain. Oui, c'est un putain de concept. Mais tu vois sais le club de golf Ouais. mais pour voir un film de Michael Bay, parfois il faut se mettre dans des conditions comme ça. Je tiens à te dire que j'ai vu Pain and Gain, un de ces films. Je déteste Pain and Gain. Ah, moi, Mais- moi, j'aime beaucoup Pain and Gain, Mais je sais, j'ai c'est un- tort de l'aimer. C'est un film raciste et antisémite, tout ce qu'il Oui, faut. bah oui. Je suis pense désolé. qu'il était fait pour toi. C'est pour ça, c'est ça le pire, c'est que je pense que je devrais sereinement le détester, mais j'arrive pas à le détester. Alors moi au contraire, juste. Enfin oui, voilà. ça m'intéresse en tant qu'objet filmique. Voilà, mais c'est exactement. pas ma cam. Non mais voilà, non mais je pense que sa filmographie est. D'ailleurs, est- on n'a pas de Transformers encore classé. Putain, il faut qu'on en mette. faut qu'on en mette, ou alors Oh, je sais ce que tu veux. Tu veux Daniel, un Transformers Super Battle. est-ce qu'on ferait pas un super Transformers Battle? Mais est-ce que tu serais capable de te les revoir? Daniel, je suis capable de tout. Et donc, Pain and Gain, je l'ai vu en dine-in. Les dine-in, c'est... D'ailleurs, je l'ai vu avec Benjamin François, alias Quix.
Et c'est un film, et c'est des cinémas dans lesquels le fauteuil en fait est un canapé en fait qui se détend. Ça devient comme une première classe dans l'avion. Donc il y a assez peu de monde, il y a assez peu de monde dans la salle, et tu commandes à bouffer et à boire. Tu peux boire de l'alcool. J'adore ce concept. Tu peux picoler de la bière, donc il faut montrer ta pièce d'identité à l'entrée. C'est des trucs à Los Angeles, il y en a hein, des dine-in. Et donc tu montres ta carte d'identité, et alors t'arrives, tu commandes ta bière, mais moi je mange et donc j'ai regardé ce film en mangeant des mozzarella sticks, tu vois, des trucs bien crades, parce que c'est le genre de bouffe que mérite ce film. Et j'ai envie de dire, quelque part là aussi finalement, Michael Haneke en dine-in, franchement, il y a de l'idée, hein. Alors, je sais pas s'ils le feront. C'est parce qu'en général, ils font plutôt les blockbusters. Ou Gaspard Noé, enfin tu vois des. Ah ouais, au moment du boucaquet, bam. Ouais, c'est ça, bam. Hop, la crème de champignons. Ouais, oh putain, quelle horreur. Je sais pas si l'épisode va s'arrêter sur la crème de champignons. Tu l'auras bien cherché. Il faut qu'il s'arrête là-dessus.